Salut à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de GM Web3, l'émission 100% blockchain. Donc là, on est en direct sur Twitch, sur X et sur LinkedIn, mais vous nous regardez peut-être en replay sur YouTube ou sur les plateformes de podcast. Et si oui, bienvenue dans ce nouveau numéro. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Axel Gobert, cofondateur et CEO de Freegum, une solution qui mêle, on va le voir ensemble, hardware et software pour faciliter l'adoption de la blockchain. On reviendra ensemble sur son parcours et sur sa thèse assez intéressante sur le sujet. Mais avant de le recevoir, j'ai une petite question pour vous. Qu'est-ce que vous faites à la rentrée ? Parce que si vous ne faites rien, est-ce que vous avez pensé à vous former à la blockchain? Et si oui, eh bien c'est la spécialité du partenaire de cette émission, l'école blockchain à l'IRA. Alors, l'école blockchain à l'IRA, qu'est-ce que c'est? C'est une école de formation professionnelle qui, depuis 2019, a formé plus de 2500 personnes sur des sujets évidemment liés aux nouvelles technologies. Alors, on va parler évidemment de blockchain en tant que consultant, en tant que développeur ou encore sur la finance décentralisée. Mais ils ont également, depuis quelques années maintenant, ajouté un parcours de formation sur l'intelligence artificielle, soit en matière de consulting, soit en matière de développement informatique. Et vous pouvez faire ces formations aussi bien à titre individuel que à titre d'entreprise, donc former vos salariés, vos collaborateurs à ces différents métiers. Alors, l'avantage, c'est que les formations sont certifiées pour l'immense majorité et donc elles vous donnent droit à toutes les aides possibles et imaginables, CPF, France Travail, la région, etc. Moi-même, j'ai fait la formation consulting blockchain il y a bientôt 2 ans, et ouais, ça passe vite, et ça ne m'a pas coûté 1 euro, ça a été entièrement pris en charge. Et puis, s'il reste un petit reste à charge, c'est pas très grave parce que en tant que partenaire de l'émission, eh bien, vous bénéficiez d'une remise de 100 euros sur l'ensemble des formations qu'ils proposent. Et pour ça, c'est très simple. Il vous suffit de prendre rendez-vous ici sur leur site internet. Vous trouverez évidemment le lien en description de la vidéo. Prenez rendez-vous et puis vous rentrez le code GRM100, GRM100, et puis voyez avec le conseiller votre prochaine formation. Et peut-être que vous me retrouverez là-bas puisque j'ai la chance d'animer la formation Marketing Web 3 et Personal Branding sur place. Donc, on se retrouvera là-bas en tant qu'élève. Voilà, en tout cas, je compte sur vous pour faire un maximum de bruit maintenant pour mon invité du jour. Il s'agit d'Axel. Salut Axel, comment vas-tu ? Salut à tous, ça faisait un petit moment que je t'ai pas passé sur la chaîne et ça me fait vraiment plaisir de tous vous retrouver. Eh ben, écoute, ça me fait très plaisir de te recevoir. Tu étais venu il y a quelques semaines de ça pour une émission qui avait très bien marché d'ailleurs, puisqu'on avait parlé d'épines, on avait parlé de cloud décentralisé, on avait parlé de tous ces sujets-là. Et tu étais avec quelques autres entrepreneurs. D'ailleurs, vous pouvez retrouver l'émission sur la chaîne. Si la dépine, c'est quelque chose qui vous intéresse, vous aimeriez en savoir plus, eh bien, je pense qu'il y a peu de contenu aujourd'hui sur YouTube dans lequel on a autant travaillé le sujet. Donc, attendez, vous savez quoi? Hop, allez, on va se faire un petit peu d'autopromo. Je vous mets dans les commentaires. Non, c'est pas ça, c'est pas le lien. Je vous remets la vidéo ici. Et comme ça, allez la voir quand vous avez un petit moment, parce qu'effectivement, je me rappelle qu'on avait vraiment bien taffé le sujet. Combien de temps ça dure la vidéo? 1h35, ça va. En x2, ça fait même Et pas trois quarts d'heure. ça m'avait fait plaisir parce que, alors attends, là je suis flou, hop, là je suis toujours flou. Ah bon, bref, Non, on te ça voit m'avait bien, fait tout plaisir. va bien. Ouais, on me voit bien? Ok, d'accord, c'est peut-être mon point de vue. Oui, du coup, ouais, ça m'a fait plaisir parce qu'on avait fait ça avec Brioc. Et Brioc, la dernière fois que je l'avais vu avant cette émission, c'était complètement random. C'est-à-dire qu'on était à Toket 2049 à Singapour. On va sur une soirée d'épines, donc organisée par Filecoin. Et d'un coup, sur le rooftop, mais on était peut-être 200-300. Et là, je vois Brioc surgir tout seul, de nulle part. Je suis là, bah, qu'est-ce que tu fais là à Singapour, quoi, tu vois. Donc, on vit aussi pour ça, pour ces belles rencontres hasardeuses.
Ouais, c'était cool. Brieux qu'on a reçu en interview ensuite. Et pareil, masterclass sur cloud, Dépine, Quantique. Il y a des mecs comme ça, voilà, ils ont la tête bien faite et ça nous fait plaisir évidemment de les recevoir et de leur donner la parole. Alors, Axel, on va parler de plein de choses aujourd'hui. On va parler de toi, on va parler de ton parcours. Surtout que tu étais venu dans l'émission pour une interview, c'était il y a un an et demi. Puis j'ai voulu que tu reviennes parce que les choses ont pas mal évolué de ton côté. Alors, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux voilà, nous faire un petit elevator pitch, genre en une minute, quand tu te présentes, tu dis quoi aux gens pour qu'on pose un peu les bases de la discussion qu'on va avoir ensemble? Axel Gobert, dans la crypto depuis un bon bout de temps maintenant, 2019 je dirais, même si j'ai fait ma première transaction Bitcoin en 2017, mais bref. Et voilà, maintenant je suis entrepreneur, je bâtis activement dans ce monde-là, plutôt orienté DePIN, BOT, Blockchain of Things, et DeFi. Voilà. Ok, t'as pas prononcé Frigom, donc c'est bien. On va en CEO de parler. Freedom, mais voilà, moi je tease un peu, voilà, je fais ça Non, mais et c'est bien. Ok, alors, tu as utilisé blockchain of things, qui est une expression qui est pour moi encore pas assez connue, mais je l'ai utilisée en titre de la vidéo, justement parce que je pense qu'il y a un sujet là-dessus. Et puis après, tu nous as parlé d'épines aussi. Alors, évidemment, pour celles et ceux qui n'ont pas vu la vidéo, ça reste un sujet un peu obscur. Donc, on va définir un petit peu tout ça ensemble pour comprendre dans quel écosystème tu évolues. Mais d'abord, on va revenir un petit peu sur toi, sur ton parcours. Tu es de Paris, tu es de province. Raconte-nous un petit peu ton parcours, on va dire, académique et qui t'a mené aujourd'hui à l'entrepreneuriat. bien sûr. Alors, faut savoir un truc, c'est que déjà très jeune, pour moi, enfin, selon ma réalité, j'avais compris que l'école c'était un scam. Donc, c'est-à-dire que j'étais déjà au collège et je me souviens que quand tu étais en primaire, on te parlait du collège et quand on était au collège, on te parlait déjà du lycée et j'avais compris qu'au lycée, on te parlait de l'université, que l'université, on parlait de la vie et après, on te parlait de la retraite. Après, on te parle de rien parce que tu es mort, tu vois. Donc, je me suis dit, je peux pas continuer dans ce cercle vicieux. Il faut que je trouve un moyen de devenir libre. J'étais déjà au collège, hein, j'étais assez mature, je devais être en quatrième quand je me suis dit ça. Donc vient la grande décision, et c'est beaucoup trop de décisions quand tu es jeune, c'est on dit, ok, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu pars en lycée général, tu pars en pro, tu pars en CAP, etc. Et donc moi, en fait, je pensais que pour devenir libre, avoir un beau métier, etc., qu'on aime, il fallait faire des études. Donc, je me suis dit: «OK, je vais essayer d'en faire le moins possible, mais juste avoir accès aux études». Donc je suis parti en bac pro, vente et après j'ai eu accès à une école de commerce. Donc l'école de commerce, j'ai fait 3 ans, j'ai même pas eu le diplôme parce qu'en fait je parlais pas espagnol. Donc ils ont jugé que je pouvais pas faire de commerce international alors que je parlais très bien anglais. Donc je me suis dit: «OK, de toute façon je m'en fous». Alors il y avait tous mes collègues de classe: «Ah, passe le diplôme, au moins comme ça tu auras au moins, ton espagnol et tu pourras donc avoir ton diplôme, on sait jamais». Et j'aurais dit: «Non, moi je m'en fous, je vais faire mon entreprise». Donc ce que j'ai fait, c'est que, après avoir fini, cette université, qui n'a rien donné, j'ai créé, ma première entreprise qui était donc dans le marketing, web 2 classique, où j'ai un peu tout essayé au début, hein. J'ai essayé, l'e-commerce, l'infoprenariat, l'affiliation, enfin tous les trucs un peu classiques, on va dire. Donc là, Et au à ce final, moment-là, tu tapes sur Internet comment gagner de l'argent facilement ou comment atteindre mon indépendance financière. mais Ok. c'est con, hein? De toute façon, C'est con. c'est la période, hein. D'ailleurs, il y en a plein qui nous racontent dans leur parcours qu'ils ont découvert les cryptos comme ça, en tapant sur Internet comment faire de l'argent, soit par le minage, soit par le trading, soit par plein de choses. Mais toi, d'abord, tu te lances dans le marketing alors. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, je pense que le plus gros drive de toute une vie, c'est la curiosité. Et moi, ma curiosité m'a poussé à taper cette fameuse question sur Google, comme tu le dis, comment devenir riche, tu vois. Et donc, entre-temps, j'avais découvert la crypto et tout, mais bon, pour moi, c'était trop compliqué, je n'étais pas codeur, etc. Donc, voilà, j'ai fait mon petit bout de chemin de mon côté où je me suis formé en marketing. Ça a bien donné. J'ai fait du B2C où on vendait plusieurs choses, notamment dans la nutrition, dans la santé spirituelle, des choses comme ça. Et ça avait très bien fonctionné. On avait des très bons clients. Sauf qu'au bout d'un moment, ben, en fait, c'est là où j'ai compris les joies de la centralisation. C'est-à-dire qu'on avait un compte Stripe et ben, en fait, il s'est fait bannir sans aucune raison.
D'ailleurs, si vous regardez les avis en ligne sur Stripe, vous verrez que c'est assez commun en fin de compte. Donc, bah, ça m'avait dégoûté et suite à ça, j'ai décidé à faire du B2B en marketing agence. Voilà, ce que je faisais pour moi, je le faisais pour les autres. Ça avait très bien fonctionné. La première année, on avait fait à peu près 200 000 balles de chiffre d'affaires quand même en un an, sans réseau, sans clients. Donc, enfin, sans clients, en partant de zéro, je veux dire. Donc, c'était vraiment honnête. Quand tu dis on, tu fais ça avec un pote, tu fais ça avec. Non, mais en fait, moi, je suis quelqu'un d'assez collectiviste. Enfin, je suis assez individuel dans mon approche à la société, mais je suis assez collectiviste dans mon approche au business. Donc, c'est-à-dire que c'était moi le founder, c'était moi le CEO, c'était moi qui gérais tout, qui orchestrait tout. Mais j'avais quand même une équipe avec moi de personnes et d'autres qui m'aidaient pour l'exécution des contrats. Donc, moi, je dis on, mais en soi, c'était moi, quoi. Euh, donc voilà, et ensuite à ça, bah, après j'ai drop cette agence pour focus full-time Freegum quand ça a décollé Et donc, début moi, ce qui 2024. m'intéresse, c'est, comment, est-ce que tu es soutenu par ta famille? Parce qu'il y a des jeunes qui nous regardent aujourd'hui et c'est normal, en fait, à 17 ans, 18 ans, même 20 ans, même parfois, même au-delà, de pas savoir ce qu'on veut faire, d'essayer des études et de les échouer, de changer d'avis, parfois de se lancer dans l'entrepreneuriat de façon un peu insensée, et avec parfois une instabilité qui fait que, on est bien content quand les parents nous soutiennent de plein de façons différentes. Toi, tu es soutenu à ce moment-là, tu es poussé, ou est-ce qu'au contraire, les parents ils te disent bon, fais des études, c'est quoi cette histoire de marketing de je sais pas quoi est-ce que tu as quelque chose à leur prouver pour continuer à ça Comment ça se passe avec ton socle familial? Oui, effectivement, je pense qu'en tant qu'homme, on a quand même un certain ego vis-à-vis de la société et de ses pairs. On essaie toujours de se prouver, tu vois. Donc il y en aura plein qui diront que c'est pas vrai, machin. En attendant, moi je suis pas un moine et je pense que si, tu vois. Donc, euh, donc oui, effectivement, mon père a toujours été entrepreneur et j'avais probablement un envie de lui montrer que moi aussi je pouvais l'être. Euh, Ok. Il faisait mais quoi ton papa? mon papa, il a fait plein de trucs dans sa vie. Il a fait de l'import-export, il a eu des restaurants, il a eu une fintech en Afrique. Enfin bref, il a fait plein de trucs. Si tu veux. Ok. Donc, tu Et avais ce truc de dire moi aussi je peux le faire, j'ai envie de te rendre fier, quoi. Ok, trop cool. ouais, ouais. Et sauf que bah, c'était pas facile, évidemment, quand tu lances un business. Je veux dire, pendant des mois, tu fais zéro. Tu fais juste zéro. Et donc, tes parents sont là. Mon père, lui, il comprenait. Donc, il m'a jamais rien dit. Ma Ok. mère me disait, ouais, ça serait bien que tu bosses dans le supermarché du coin, juste au moins pour te faire de l'argent et de réinvestir dans ton business. Ce qui se tient. Mais moi, je suis un peu têtu sur ça. Et donc, je lui ai dit, non, c'est mort. Je veux pas rentrer dans ce cercle vicieux parce qu'en fait, j'ai vu trop de gens. Moi, je viens d'une petite ville. Hein. Moi, je viens de moins de 10 000 habitants en Provence. Je suis pas du tout de Paris ou quoi que ce soit, mais je viens vraiment d'une petite ville. Et en fait, il y a deux endroits qui génèrent du cash dans cette ville. Les deux sources d'emploi, c'est l'usine ou Leclerc. Et je voulais pas tomber dans l'une de ces deux spirales infernales, entre guillemets, enfin, selon mon point de vue. Donc j'ai refusé, j'ai préféré avoir un peu le couteau sous la gorge, dépenser toutes mes économies comme un bourrin pour au final y arriver, en fait. Donc Ouais. c'est Je bien vois ce que passé. tu veux J'ai de la dire. chance aussi. Et en vrai, je partage un peu parce que moi, c'est pareil. À la base, je viens de Beauvais, dans l'Oise. Et, et en vrai, nous, toute notre famille, en fait, on est tous partis à 17, 18 ans pour aller à Paris pour faire des études ou pour aller travailler. Justement, de peur de se dire si je reste un an de plus, je risque de rester beaucoup plus que ça et de tomber dans la facilité d'aller voilà, trouver un petit boulot, etc. Et donc, on a eu envie aussi de s'extraire d'ailleurs, on le voit avec les copains d'enfance aujourd'hui quand on les voit, ils sont pas malheureux. Hein. Oui, Ils ont des gamins, ils ont une maison. D'ailleurs, certains sont beaucoup plus stables que moi, d'ailleurs. Euh, mais c'était pas la vie que j'avais envie d'avoir. Et donc, je comprends ouais, cette volonté de s'extraire un petit peu. D'ailleurs, en parlant de s'extraire, aujourd'hui, tu vis pas en France. ouais. C'est arrivé quand justement ce désir d'expatriation un peu plus tard Ouais, très bien. En fait, moi, ça m'est arrivé depuis toujours parce que, grosso modo, en 2018, quand j'étais encore en université, j'ai fait un échange universitaire en Inde. Donc, j'ai habité là-bas pendant 4 mois et demi, ce qui m'a permis de vraiment avoir une vraie culture choc, comme on dit en anglais, choc culturel. Et donc, ça, c'était la première expatriation, entre guillemets, que j'ai eue, qui était temporaire.
Ensuite, j'ai habité en Inde, en Angleterre, où j'ai travaillé, dans un fonds d'investissement, pour start-up, pendant à peu près 6 mois en Angleterre, à Londres. Et en fait, voilà, ça m'a habitué, si tu veux, quand j'étais jeune, encore étudiant et assez, stable, vu que c'était mes parents qui m'aidaient, ça m'a permis d'avoir ce goût-là. Et donc, en 2020, quand j'ai lancé mon business et que ça a commencé à générer du cash, en décembre, en fait, bah, en avril 2021, je me suis barré pour la Bulgarie, en Europe de l'Est. Parce que moi, ça me fait pas peur, en fait. Ça me fait pas peur. Il y a plein de gens qui prennent cette décision, très très au sérieux, où est-ce que je vais habiter. Moi, je m'en fiche un petit peu parce que je pars du principe que ça se passera bien, étant donné que j'ai vécu déjà un peu l'extrême, hein. Je veux dire, quand tu habites en Inde, tu vois de la pauvreté un peu partout, tu vois des choses de fou. Enfin, moi, j'ai vu des gens se faire fouetter dans la rue, j'ai vu un mec, battre son cheval. Le mec était sur un cheval, il le battait parce que le cheval voulait pas avancer. Enfin, j'ai vu des Ah, mais trucs il de était malade. relou aussi, Canassi. Bah, en fait, c'est une situation où ton cerveau, en tant qu'Européen, il est pas câblé, si tu veux, donc tu sais pas comment Mmh. réagir. Tu es là, tu es choqué, tu regardes et tu bugs, en fait. Ouais, Et et pré alors pourquoi, l'Europe de l'Est? Parce que ça aurait pu être, évidemment, des endroits plus, traditionnels, les pays anglo-saxons, l'Espagne, le Portugal, qui sont des endroits dans lesquels on s'expatrie plus, facilement. Même s'il y a un petit engouement pour l'Europe de l'Est, ces dernières années, notamment pour des raisons, de valeurs, de sécurité, et cetera. Toi, pourquoi tu as choisi cet endroit? Tu avais des attaches sur place ou comment ça s'est passé? Non, alors j'avais rencontré quelques gens sur, des forums d'expats, qui étaient là-bas, et donc je leur avais posé quelques questions. Mais en soi, moi, j'avais pas d'amis, pas de famille là-bas. Par contre, ce qui m'intéressait en Europe de l'Est, c'était déjà découvrir une nouvelle culture. Parce que, bah, comme, tu l'as compris, j'ai depuis assez jeune, j'ai découvert plusieurs cultures. Donc déjà, ça m'intéressait de voir un petit peu plus le monde slave/orthodoxe. Surtout, bah, on m'avait dit que c'était beaucoup plus safe qu'en France, parce que je pense que si tu te promènes vers Aubervilliers le soir, à mon avis, il faut faire un peu gaffe quand même. Ça veut pas dire qu'il t'arrivera un truc, mais faut faire un peu gaffe. Et je pense que en Europe de l'Est, tu as pas ce problème-là. Donc déjà, je me suis dit: «OK, j'ai envie de bouger de la France, j'ai pas envie de payer autant de taxes, et en plus, j'ai envie d'être dans un endroit qui est plus safe», et cetera. Donc j'étais parti en Europe de l'Est par curiosité de toutes ces choses qu'on m'avait «promises» entre guillemets, et au final, ça s'est avéré être vrai, et donc c'est une super expérience. C'est passé plein de trucs en Europe de l'Est. Moi, la Bulgarie, et d'autant plus Sofia, qui est la capitale, je vois ça un peu comme GTA, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, tu as pas la criminalité, enfin, tu as de la mafia et tout, mais c'est pas une mafia qui va venir te racketter. C'est une mafia qui va faire leur truc à haut niveau, si tu Comme au veux. Japon, quoi, où on a, Ouais, évidemment les mafias les plus parmi les plus dangereuses du monde, mais par contre au quotidien, c'est ultra safe, quoi. ouais, c'est exactement ça. Alors, je pense que c'est quand même moins safe que le Japon, mais c'est ça l'ambiance, ouais. Et le truc, voilà, c'est qu'en fait, à noter aussi un autre truc, c'est que moi, début 2021, quand je me suis expat, bah, mon business, il générait de l'argent, mais il faisait pas non plus énormément d'argent pour que je puisse me barrer aux États-Unis, à San Francisco direct, parce que là-bas, c'est hyper cher. Donc, pour toutes ces raisons, je me suis dit: «Bah, voilà, j'ai pas envie d'aller en Asie parce que ça a l'air quand même vachement compliqué de s'expatrier, quand on n'a jamais fait ses papiers tout seul, comme un grand». Enfin si, j'avais fait mon visa en Inde et tout, mais bon, c'est un visa, c'est pas grand-chose comparé à un permis de résidence. Donc, voilà, je me suis barré en Europe de l'Est, et franchement, le pari était bon. J'ai ma copine, avec qui c'est sérieux, elle est bulgare. Je connais toute sa famille, la culture, je la connais. Et alors justement, on voit dans tes différentes, vidéos et cetera, tu portes une chaîne avec une croix, je crois. C'est important là ouais, tu vois, pour le coup, c'est important pour toi la foi, en tant qu'entrepreneur, ou en tant qu'homme d'ailleurs? Et on sait que, la Bulgarie, c'est un pays, assez, croyant, je crois, c'est orthodoxe, hein. Ouais. Donc est-ce que la foi, elle a une place importante dans ton parcours, dans ta vie d'homme et d'entrepreneur? Pour moi, la foi, c'est ce qui est de plus important chez moi. C'est-à-dire que, en fait, avant être, on va dire, vraiment converti, à la chrétienté, j'étais seul, on va dire. J'avais l'impression d'être seul face à ce monde, et après ma après que je me sois, en fait, livré à Dieu et que je l'ai accepté dans ma vie, bah, je n'ai plus jamais été seul. Même surtout, ces derniers temps où je traverse des périodes assez quand même très compliquées, d'un point de vue personnel, bah, ça m'aide à garder le cap. Donc, pour moi, c'est très important. Je pense que la foi, ça permet de garder un cap.
parce que l'humain a tendance à faire des choses plus ou moins bonnes et la foi te garde toujours sur le bon chemin selon moi. Alors après, il y a des débats avec l'Église, ce qu'elle a pu faire à la période, à l'époque, et cetera. Moi, je m'en fous un petit peu, parce que je considère que la foi, c'est quelque chose de très personnel et Ouais, voilà tu fais pas de politique, quoi. C'est une relation avec Dieu et c'est tout, quoi. voilà, c'est ça. Après, il y a des OK, dogmes, intéressant. il y a des traditions, et cetera, mais moi, je prie tous les matins, directement envers Dieu, parce que j'estime qu'il faut entretenir une relation. C'est comme être un meilleur ami. C'est pas parce que, bah, tu l'appelles pas pendant un an que Tu tu lui as faisais demandé quelque chose, pour l'émission de ce matin ou non, ça va? «S'il te plaît, Dieu, fais en sorte que ça se passe bien, que GRL soit gentil avec moi». Bon, OK, alors, bah, très très intéressant en tout cas, tout ça, alors justement, on va revenir un petit peu sur la crypto, comment tu as pour la première fois, tu es confronté, ou tu rencontres justement, Bitcoin ou, les cryptos en général? Ouais, alors en fait, c'était en 2017, si je me souviens bien. Il y a mon meilleur pote, qui m'appelle, donc dans notre village de moins de 10 000 habitants, hein. Il me fait, parce que nous, on est très libertariens dans l'âme depuis toujours. On est très protection de la data, privacy, et cetera. Et mon pote me fait: «Oh mec, tu sais qu'on peut acheter des choses en ligne sur le dark web sans que personne le sache?» Bon, je le dis, disclaimer, moi je suis pas un camé, j'ai jamais pris de drogue de ma vie, je suis pas un alcoolo non plus. Donc voilà, on n'a pas acheté des trucs de fou, mais voilà. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé au bureau tabac, comme tu connais très bien déjà, on a utilisé le PaySafe Cash pour, avoir un coupon, acheter sans KYC sur un site du Bitcoin qu'on a reçu sur un vieux wallet, je connais même plus le nom franchement. Et après avec ça, on avait acheté, des trucs, c'était des trucs de merde, genre des, tu sais les pétards chinois, les trucs comme ça, tu sais? Donc des trucs comme ça il est toujours gentil GM. Oui, c'est vrai. Et salut à tous d'ailleurs, ceux qui nous rejoignaient. D'ailleurs, n'hésitez pas, je ne l'ai pas dit au début d'émission, mais évidemment, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous souhaitez partager voilà, votre opinion sur ce qui se dit dans l'interview. Hein, n'hésitez pas, voilà, l'émission est interactive. Ok, alors attends, parce que ce que tu racontes, c'est important, parce que c'est vrai que celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ils n'ont peut-être pas connu ça. Aujourd'hui, tu veux acheter de la crypto, tu télécharges Coinbase, tu télécharges pas Kraken, Binance, CoinHouse, Deblock, allez, on en cite plein. Et tu peux le faire très facilement avec ta carte bancaire, il n'y a pas de souci. En général, tu passes par ton KYC et puis c'est devenu quelque chose d'assez normal, d'assez facile. Les banques sont même assez conciliantes ou en tout cas de plus en plus. Mais à l'époque, c'était une autre paire de manches. Moi, je me rappelle effectivement lorsqu'on a fondé Bicep en 2018, c'était complètement ça. Une des barrières à l'entrée, c'était comment acheter de la crypto facilement. Et donc, le principe d'aller dans un commerce de proximité. Donc en France, le bureau de tabac, c'est le plus gros réseau de commerce de proximité. Je crois que c'est 14 000 ou 20 000 établissements C'est une dans. marque déposée, d'ailleurs? J'ai jamais De su. quoi? Tabac, bureau de Non, le tabac, est-ce que tabac, non, mais en revanche, ce sont des commerces qui sont d'utilité publique. voilà, ouais, Ça veut OK. dire qu'ils ont un lien avec l'État qui font que c'est les seuls à pouvoir vendre du tabac, des cigarettes, c'est les seuls à pouvoir proposer des services tels que tu peux aller payer tes amendes sur place. Donc, c'est devenu un petit peu, tu sais, comme la Poste, dans lequel ils font des services privés, mais ils sont aussi des services d'utilité publique. Donc, c'est 20 000 commerces dans toute la France. Alors, c'est des chiffres qui datent d'il y a quelques années. Il y en a peut-être un peu moins, mais m'en voulez pas. Et je crois que c'est 14 millions de Français chaque année, chaque jour, pardon, qui se déplacent dans un bureau de tabac. Alors peut-être un peu moins maintenant parce que on fume moins et tout ça, mais bref. Et donc c'est le réseau principal. Tu as pas ça dans les autres pays. Il n'y a pas de bureau de tabac dans les autres C'est pays. vrai. Le tabac, il est vendu dans des supérettes, dans des pharmacies, dans les pays anglo-saxons, etc. Bref. Euh, et donc, l'idée, c'était ça. Comme tu l'as dit, à l'époque, donc retour en arrière, hein, tu vas au bureau de tabac, tu payes le buraliste soit en espèces, soit en carte, peu importe, et puis il va te donner de la monnaie électronique. Donc, soit via PaySafe Cash, à l'époque PaySafe Card, il y avait toutes ces cartes qu'on peut recharger. Alors, c'était très utilisé pour le jeu vidéo à l'époque. Tu vois, c'était ces PaySafe trucs qui te permettaient de payer sur Internet quand tu n'avais pas de carte bancaire, par exemple. Bref. Et donc, on utilisait ça pour acheter de la crypto.
Donc, on utilisait le crédit que tu avais sur la carte pour aller sur Internet, acheter des cryptos, etc. Bref, donc c'est vrai que c'est une autre époque, ça semble hyper lointain. Ouais, En fait, c'était il y a moins de 10 ans, c'était il y a 6 ans, quoi, tu vois. Donc, c'est ouais. fou comment ça a évolué entre temps. Ok, donc c'est comme ça que toi, tu découvres ça. Et ensuite, à quel moment tu vas t'intéresser un peu plus qu'à la crypto ou Bitcoin pour autre chose qu'un moyen de paiement alternatif, entre guillemets? Ouais, alors, petite parenthèse, petite anecdote, marrante pour, tous ceux qui nous écoutent. C'est qu'à ce moment-là, donc on avait acheté avec mon pote, peut-être, je sais pas 600-700 € de bitcoin et il valait 1000 balles le bitcoin. Donc on avait acheté des fractions. Donc pour nous, on se disait: «Putain, on achète des fractions, on est vraiment pauvres et puis de toute façon, c'est trop tard pour investir». On se disait je pense qu'on a si on est un peu des OG, on s'est tous dit ça: «C'est trop tard. Oh l'Ether, il est à 50 balles, ah Et c'est trop encore tard». aujourd'hui, hein, de toute façon, j'ai l'impression que tu te dis ça à chaque phase, c'est beaucoup trop tard. Alors, pour l'immense majorité des cryptos, c'est vrai, c'est trop tard, d'accord, je vous le dis. Mais il y en a certaines où c'est vrai que c'est un peu un marronnier où, à quel que soit le prix auquel tu l'achètes, 5 ans après, tu dis, putain, j'ai été con. Donc, voilà, effectivement, ça revient Tu toujours. pen tu penses que le bitcoin, il va atteindre, combien, fin 2025? Bon, je sais pas, allez, on va dire que je vais pas prendre de risque. On va dire entre 170 et 180 000. Bon, voilà, c'est le truc le plus prudent, on va dire. Mais bon, encore une fois, on sait aussi il peut redescendre à 80 000 ou 90 000 et rester comme ça pendant 3 ans. Donc, voilà, on n'en sait rien. Et toi, tu es plutôt bullish? Moi, je dirais ouais, ouais, quand même, moi, je dirais, au minimum 150 000, tu vois? En étant réaliste et sinon, bah, 250 000, je pense que c'est possible aussi, en vérité. Ouais, j'ai vu ça. L'archevêque partage cette hypothèse. Lui, il pensait en juin. Bon, pas de bol, c'est loupé, mais en même temps, c'est le risque, hein, quand tu fais une prédiction, c'est de te tromper. Voilà. Bon, moi, je m'essaye rarement à cet exercice-là, surtout que je suis sans doute le pire trader au monde. Donc, si je vous dis que ça va valoir tant, ça vaudra 2 fois moins. Voilà. Mais bon, alors, revenons un petit peu à toi. Donc, ouais, donc, à quel moment tu t'intéresses à autre chose que juste un moyen d'acheter des choses grâce aux cryptos ou même à la blockchain en tant que telle? Ouais, bah, en fait, j'avais regardé une podcast, j'étais tombé vraiment de manière aléatoire dessus, une podcast avec, un mec du journal du coin, je crois que c'était et en fait, le mec expliquait, les altcoins. Je crois que c'était en 2019 ou 2020 et là, je me suis dit: «Mais attends, mais c'est génial, en fait». Il y a des projets technologiques qui émettent des jetons, qui sont des formes d'actions auxquelles tu peux acheter et en fait, vu que tu achètes, c'est un peu comme si tu achetais des parts de leur business, en gros. Donc je me suis dit: «C'est super intéressant». Et surtout que moi, j'avais pas beaucoup de moyens à l'époque, parce que j'avais pas encore enfin, j'étais encore étudiant à ce moment-là, en 2019 et je me suis dit: «Bah, vas-y, je vais mettre, bah, mes quelques centaines d'euros que j'ai là-dessus» et je me souviens que j'étais passé de peut-être, 300-400 € investis à 4 000, 2 ans après, en fait. Donc je me suis dit: «Putain, ah ouais, ça fait pas mal, quoi». Donc donc c'était intéressant, j'avais, «bien mangé» entre guillemets, hein, dessus. J'aurais pu mieux manger si j'avais mis un peu plus. Mais voilà, c'était un petit peu mes 1res approches avec les altcoins. J'ai vécu la fameuse altcoin season où, il y avait beaucoup de positifs, mais également beaucoup de négatifs. Il y avait beaucoup de scams aussi, ça on n'en parle pas beaucoup, mais j'ai perdu de l'argent et je pense que la plupart des gens ont perdu de l'argent, sur des scams parce qu'on connaissait pas, tu sais? Il y avait tout un délire, ils appelaient ça des nodes. Je sais pas si tu as connu ces trucs-là? Moi, j'ai jamais fait ça, mais j'ai suivi un petit peu via mes différentes interviews, les nodes, les masternodes, tous ces trucs-là à l'époque. Mais non, non, moi, je me suis pas essayé à tout ça pour être très honnête. Bah, tant mieux, hein, parce que c'était juste des ponzi, en fait et à la fin de la journée, bah, si tu connaissais pas les mecs qui créent ça, bah, en fait, tu perdais juste de l'argent, tout simplement. C'est comme les meme coins, en fait, c'est un game d'initié, hein. Ouais, 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 non, mais je comprends. Alors, les choses, elles ont quand même bien évolué. On est passé d'une solution de paiement alternative à une solution, voilà, pour lever des fonds et financer des projets un peu pourris. Et puis, c'est vrai que depuis quelques années, alors il y a toujours évidemment des projets pourris qui sont financés avec les cryptos. Parfois même, il n'y a pas de projet du tout, donc comme ça, c'est réglé. Euh, mais il y a quand même aujourd'hui, on le voit, une institutionnalisation et un écosystème tech qui est en train de se bâtir. Donc, que ce soit au niveau des stablecoins
ou des solutions, on va dire, plus technologiques. Là, on en revient à la dépine, au blockchain d'infrastructure, à toutes ces choses-là. Là aussi, à quel moment, toi, tu t'intéresses au potentiel, j'allais dire industriel, un petit peu de la blockchain? Ouais, moi, je me suis toujours assez intéressé au potentiel de la blockchain. J'avais tenté de faire d'ailleurs une plateforme DeFi sur Solana à l'époque, sauf que, en fin de compte, bah, j'étais avec les mauvaises personnes pour cofonder ça, c'était en 2021. Et donc, en fait, ils m'ont rug la gueule, tout simplement. Donc, et j'ai les messages et tout, parce que je les ai même gardés, on sait jamais. Mais voilà, donc c'était assez mal passé comme première expérience de builder. Donc ce qui fait que, 3 mois après, 3 ans après, bah, là, je me retrouve dans un autre projet qui là est sérieux, qui là est en famille avec mon père, avec 2 de mes associés également et là, on est en phase de faire quelque chose de sérieux. Donc c'est un phénomène en fait que j'ai pu observer, c'est la professionnalisation de chaque industrie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une industrie naît, elle passe par une phase d'amateur extrême. On regarde, on regarde je sais pas, l'e-commerce, à la base, c'est du dropshipping médiocre. 2016, tu fous 1 € sur Facebook Ads, à la fin de la journée, tu as 2 €, tu as une machine à cash, en fait. Sauf que maintenant, ça ne marche plus, ça. Maintenant, il faut faire une vraie marque, il faut livrer, et pas en 3 semaines, il faut livrer en 3 jours. Et c'est pareil pour tout. Et là, on voit qu'en fait, on est dans une phase de professionnalisation de la crypto, ce qui fait que maintenant, il n'y a plus de place en fait pour les gros projets qui ne délivrent pas. On l'a vu avec, ben là, on le voit avec Realty en ce moment. Realty qui en gros ont faussé leur bien immobilier dans la ville de Détroit. Et là, ils se retrouvent en poursuite judiciaire parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que ils avaient complètement tout faussé. Donc là, on se demande, est-ce que c'est pas juste un Ponzi finalement. Euh, Donc, Pareil pour. pour expliquer à celles et ceux qui nous écoutent, hein, c'est une solution de. Alors, il parle de tokenisation immobilière, mais bon, la vérité, c'est que le bien, il est attaché à ta carte d'identité, il n'est pas attaché au token. Donc, bon, déjà, sur le montage, c'est un peu spécial. Effectivement, il y a une affaire en cours avec la ville de Détroit qui les ont menés hier à publier un communiqué dans lequel ils expliquent que pendant une période de temporaire, en tout cas, ils vont devoir eh bien, ne plus verser les loyers aux détenteurs des tokens, mais de les mettre de côté sur un compte séquestre en attendant que justement la procédure judiciaire avance et aille à son terme. Donc voilà, donc pour le coup, moi j'avoue que sur ce sujet, je n'ai pas suivi dans le détail. Je vois beaucoup évidemment qui crient au scam. Moi, évidemment, dès qu'il y a ce genre d'histoire, je me dis ça sent pas bon, mais je me prononcerai pas sur le fond parce que j'ai pas étudié le truc et j'ai pas envie de dire que c'est un scam ou alors au contraire de les défendre. J'en ai aucune idée, mais effectivement, en tout cas, ça donne le sentiment que même un truc très établi, très connu, avec beaucoup de moyens, qui ont fait de la pub avec plein d'influx, etc. Bah, si tu te renseignes un petit peu sur le fonctionnement technique, juridique, business, tu peux rapidement te dire il y avait déjà quelques petits signaux. Bon, mais c'est toujours très facile à la fin de dire je savais c'était un scam. Mais bon, écoute, on verra. En tout cas pour Realty, moi je réserve mon jugement. Faudrait un jour que je m'intéresse là-dessus, que je reçoive quelqu'un parce que c'est un vrai sujet, parce que ça peut disons que ça peut entacher le secteur RWA Ouais. un petit peu, ou en tout cas donner l'avis à certains que en vrai, c'est compliqué de mettre quelque chose de réel sur la blockchain. Et ça, c'est vrai pour le coup. Parce que comment tu veux mettre quelque chose de réel sur la blockchain sans intermédiaire? C'est pas possible. Et donc cet intermédiaire, par définition, il est faillible. Donc, bon, Ouais. mais c'est un sujet dont on pourra parler si tu veux tout à l'heure. Ouais. Mais OK, donc effectivement, donc je te laisse continuer un petit peu sur, potentiel de la blockchain. C'est quoi le cas d'usage, qui à l'époque peut-être te parle le plus? Celui où tu te dis: «Mais là, la blockchain, elle ferait complètement sens», par exemple? Pour moi, la plus grande proposition de valeur de la blockchain à l'heure actuelle, c'est le transfert de valeur, tout simplement. Donc, si je m'explique, grosso modo, tu es en Afrique, je suis, j'en sais rien, en Amérique du Sud. Je veux t'envoyer de l'argent, je peux le faire très facilement avec de la blockchain et ça peut être instantané et ça peut être
quasi sans frais. Donc moi, à l'époque, je me souviens que l'un des premiers altcoins que j'avais investi, c'était le Dash, parce qu'en fait, il avait justement cette proposition de valeur-là. Donc je pense que c'est la chose la plus importante de base. Et maintenant, on a greffé d'autres technologies qui permettent des choses encore plus, enfin, pas encore plus, mais qui sont magnifiques également, en fait. Donc, c'est pour ça, on parlera probablement un petit peu plus tard de blockchain of things. Je pense que c'est assez révolutionnaire au niveau de Ouais. la data. Et, Après, c'est vrai que évidemment, l'histoire du transfert de valeur, c'est à la base, hein, de Bitcoin. ouais, Je veux dire, ouais, Bitcoin, à la base, c'est pas une réserve de valeur, c'est un système, qu'ils appellent de e-cash, donc de système de paiement pair à pair. Alors, entre-temps, évidemment, la proposition de valeur, elle a évolué par l'usage, et c'est bien normal. Donc, mais c'est à la base, en fait, du truc. C'est d'être ouais, capable de transférer de la valeur ou des informations, de la data, en fait, hein, sans intermédiaire de confiance, juste par le jeu du consensus des participants au réseau. Bon, bref, on ne va pas faire un cours, mais ça pose une problématique, notamment dans les pays émergents, tu en parlais, puisque j'ai récemment justement parlé du secteur de la rémittance, c'est-à-dire ces transferts d'argent internationaux entre souvent les pays plutôt développés vers les pays un peu moins développés, donc typiquement nord-sud entre France et Afrique, États-Unis, Amérique latine, etc., qui représentent des sommes absolument monstrueuses, dont les acteurs extrêmement centralisés, on a des Western Union, MoneyGram, etc., qui prennent des commissions absolument démentiel. démentiel, c'est exactement le bon terme. Et d'aucuns pensent que les stablecoins ou les cryptos pourraient répondre à cette problématique-là. Donc sur le papier, oui. Maintenant, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a deux, trois barrières à l'entrée, quoi. L'on-ramp et l'off-ramp, parce qu'il faut bien repasser à un moment donné en monnaie fiat, parce qu'il n'y a pas les infrastructures dans un certain nombre de pays pour dépenser directement ces cryptos pour aller acheter à manger, hein, typiquement. Il y a aussi la problématique, entre guillemets, hein, de l'adoption et de l'éducation. Ouais. Et puis, on est dans des pays dans lesquels on aime bien quand même le physique, quoi, tu vois? Et les bureaux de change, et cetera, aujourd'hui, bah, ils appartiennent à des multinationales comme celle que j'ai mentionnée juste avant. D'ailleurs, celles-ci s'intéressent fortement aux stablecoins parce que même eux, en fait, ça va leur permettre de réduire leurs coûts de façon considérable. Bien L'un sûr. la question, ça va être est-ce que cette, disons, blockchainisation des paiements internationaux et même des paiements en général, est-ce que ça va profiter au user final en termes de frais? Ou est-ce que ce n'est pas ces boîtes-là qui vont eh bien, gagner dessus? Mais c'est un vrai sujet. C'est Je un, trouve ça c'est un un vrai vrai, sujet. c'est un vrai sujet, c'est clair. Il y a plusieurs choses à dire. D'un point de vue adoption, on peut regarder que là où la DeFi et les stablecoins sont le plus utilisés, en fin de compte, c'est les pays émergents comme l'Inde. Enfin, c'est plus un pays émergent maintenant, c'est top 3 GDP au monde. Mais tu as l'Inde et tu as également le Nigeria, où c'est là où il y a le plus de stablecoins en circulation. Et pourquoi en fait Donc moi, je connais plus l'exemple indien. C'est-à-dire que je connais pas mal d'Indiens qui habitent à Dubaï. Et à Dubaï, ils font leur beurre, ils gagnent pas mal d'argent, sauf que faire un transfert de Dubaï à l'Inde, ça coûte cher. Surtout avec l'État qui surveille chaque transaction, qui va taxer chaque sortie, chaque entrée d'argent, d'un point de vue indien, je parle. Donc ce qu'ils font là-bas, c'est que quand ils bossent, ils foutent une partie en crypto-monnaie et l'envoient à leur famille. Et la différence entre, je sais pas, le Congo et l'Inde, c'est que le Congo, ils ont pas d'infrastructure pour retirer cet argent et le rendre physique en fin de compte, alors que l'Inde, ils en ont. Ils ont des central exchange qui sont régulés par l'État, ce qui fait qu'ils reçoivent leurs USDC ou USDT, et après, ils peuvent vendre contre du roupie indien, par exemple. Ouais. Donc, ça permet de. En fait, c'est pour ça que l'Inde, c'est l'un des pays leaders en termes d'adoption de nombre, pas forcément de liquidité, mais de nombre de users. Le deuxième truc que je voulais dire, et tu as tout à fait raison par rapport à est-ce que c'est pas ces grosses boîtes qui vont s'enrichir en mettant plus de frais en fin de compte et donc on se retrouve à peu près similaire. En fait, il y a Circle qui avait sorti un papier, c'est pas un white paper, mais on va dire un light paper plutôt, il y a environ 1 ou 2 mois, où en fait ils expliquaient leur nouvelle solution pour faire du transfert de valeur fiat to fiat. Donc, toujours le même exemple, admettons, je sais pas, tu es au Maroc. Le Maroc, c'est quoi? C'est le dinar, c'est ça? Bon, bref, je crois que ça doit être ça. Voilà, tu es au dinar, moi je suis au Mexique.
et je vais t'envoyer du dinar. Donc, je vais envoyer du pesos et via Circle, ça va passer par la blockchain et ça va renvoyer à ta banque du dinar. En fait, donc, moi, je vais envoyer du pesos et toi, tu vas recevoir du dinar. Et ça va être coordonné par la blockchain. Et donc, ça, c'est une proposition de valeur qu'ils sont en train d'essayer de mettre en place. Euh, donc, réduire les frais, Ouais. les middlemen, etc. Non, mais c'est vrai. Bah, d'ailleurs, je recevrai dans l'émission bientôt Cédric Nicolas, qui est un fin connaisseur de l'Afrique et notamment de l'Algérie et du Maroc, avec lequel il travaille étroitement sur des sujets blockchain notamment. On pourra s'intéresser à ça, mais c'est vrai qu'il y a un écosystème. Mais là-bas, en fait, la différence de ce que je comprends, en tout cas, c'est que là-bas, c'est pas juste une question d'opportunité, c'est une question de besoin. Et Ouais. ça, moi, j'aime bien. Tu vois, c'est des pays dans lesquels la blockchain va vraiment répondre à des problèmes et pas juste voilà, financer un écosystème startup qui surfe sur certaines vagues sans répondre à des véritables problématiques. Donc moi, c'est pour ça que ça m'intéresse et que j'essaye autant que faire se peut dans l'émission d'en parler régulièrement parce qu'on ne parle pas assez de l'intérêt de la blockchain, notamment dans les pays émergents. En tout cas, ok, merci, c'est très intéressant. On va avancer un petit peu justement sur ton parcours. On va parler de Freegum. Donc à la base, raconte-nous un peu la genèse de Freegum et comment au début, toi, tu te positionnes par rapport à ce projet. Voilà, raconte-nous un peu au début, parce que les choses, elles ont beaucoup évolué. Mais j'aimerais que tu nous racontes vraiment au début la genèse. Est-ce que tu vois le truc arriver ou est-ce que tu fais partie tout de suite du truc? Enfin, raconte-nous un peu. 2019, mon père s'intéresse donc à la blockchain parce que je lui en parle. Et lui, il capte en fait le potentiel de ce truc-là. Et mon père, c'est quelqu'un qui a toujours vu, c'est un entrepreneur, donc en fait, il voit des problèmes. Lui, il voit pas des problèmes, il voit des solutions et donc potentiellement un gain derrière. Donc il s'est dit: «Bah, je vais créer, une serrure connectée à la blockchain pour, pallier à tout ce problème des serrures qui se font hacker et cetera». Surtout que le secteur Internet of Things, IoT, est un secteur en pleine voie d'expansion à ce moment-là et même toujours aujourd'hui d'ailleurs. Donc mon père, commence à me parler, de son projet. Il m'explique tout ça, moi je comprends pas grand-chose, je dis: «Bon, bah, qu'est-ce que tu me parles de serveurs connectés et cetera?» Donc bah, bon, bah, lui il continue à faire ses trucs, il dépose un projet en 2021, moi je fais mon bout de chemin avec mon truc marketing et tout et fin 2023, il vient me voir, il me fait: «Bon, bah, écoute, il y a tout qui est prêt, maintenant j'ai envie qu'on lance le projet». Je lui dis: «Bon, bah, écoute, tu m'en as déjà un peu parlé un peu tout le temps, mais j'ai jamais vraiment compris, viens on s'assoit et on parle vraiment», où là j'essaye vraiment de comprendre. Donc là, il m'explique un petit peu, tout le paradigme qu'il est en train de créer, en fait. Et là, je me dis: «Mais c'est génial, en fait». C'est-à-dire que les gens pourraient utiliser la blockchain sans savoir que c'est la blockchain et ça apporterait un bénéfice tangible dans la vie de tous les jours. Donc je me dis: «OK, bah, vas-y, tu sais quoi? J'en ai marre de faire, tout ce marketing et cetera. V Je me lance avec toi. Je vais t'aider à populariser le truc et cetera». Il me dit: «Bah, génial». Donc on crée une team, on rassemble une team, d'Avengers, comme je les appelle, avec, des co-founders de fous, comme Bertrand Perrin, qui est notre CTO, qui a plus de 30 ans d'expérience en tant qu'ingénieur, ou alors bah, Elliot EPF, qui peut-être passera un jour sur la chaîne, qui sait, qui, euh, qui a plus de 7 ans d'expérience dans l'écosystème Ethereum et qui est token engineer. Et évidemment, on a des advisors qui sont intéressés pour travailler avec nous, qui sont exceptionnels, comme Jean-Jacques Kiskater, qui a été quoted dans le Bitcoin White Paper, ou alors Louis Pouzin, C'est qui est très inventeur drôle du parce que datagram. la coïncidence est folle. Déjà, Oui, Jean-Jacques, c'est quelqu'un que on peut raconter. C'est quelqu'un que moi j'admire énormément. C'est quelqu'un que j'ai eu la chance de recevoir dans l'émission il y a quelques années pour la première fois. Et depuis, il revient régulièrement. Et comme ses apparitions sont rares et qu'il faut rappeler, hein, Jean-Jacques Kiskater, c'est l'un des plus grands cryptographes européens. Il est belge. Ses travaux et son nom sont mentionnés dans le white paper de Satoshi Nakamoto. Lui-même a participé à de nombreux événements et a sans doute peut-être côtoyé Satoshi Nakamoto sans savoir qui c'était, mais à part ça, voilà. Bref, un grand monsieur, vous pouvez retrouver ces différents passages dans l'émission sur la chaîne YouTube. À chaque fois, je vous le dis, c'est une masterclass. Voilà, je vous le dis. Et bref, et donc il était prévu qu'il vienne mardi dans l'émission. Voilà. ah, Mais, excellent. mais
pour des raisons personnelles. On va reporter Ok. l'interview sans doute au mois de septembre. Mais en tout cas, voilà, et j'ai envie de parler avec lui justement du risque quantique, de cryptographie, parce que ça a été au cœur de l'actualité ces derniers temps avec ces mouvements de dizaines de milliers de BTC déplacés Oui, après une quinzaine d'années d'inactivité. Et ça a fait ressurgir le risque d'un hack ou d'un exploit plutôt sur les signatures cryptographiques, le risque quantique avec une proposition de Bitcoin Core pour voilà, passer à un système quantum résistant. Bref, des sujets passionnants. Et effectivement, c'est la première fois qu'on s'est rencontrés. C'était à l'occasion d'un événement au GG. Donc là, je parle de rencontrer avec toi, Axel. Hein, pour oui, ceux oui, oui, oui. non, non, mais parce que Ah voilà, oui, 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 pour les les gens autres, oui. ici. Oui. Et tu pitchais Freegum à l'époque. Et j'ai vu dans ta présentation qu'il y avait Jean-Jacques parmi les advisors de ton projet. Et donc, je me rappelle être assis dans l'assemblée et t'avoir dit, tiens, viens, tu Ouais, ouais, connais Jean-Jacques? Et c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Et je crois que Jean-Jacques n'est pas advisor de beaucoup de projets, hein, voilà, qu'on se le dise. Hein. non. Et donc, voilà. Mais c'est vrai que ton advisory board, il est quand même monstrueux. Alors, Ouais. je précise à celles et ceux qui nous écoutent, évidemment, l'idée, c'est pas de faire de la pub pour Freegum. L'idée, c'est de raconter un peu le parcours, la proposition de valeur, l'hypothèse au départ, et on va y revenir dans le détail. Mais quand même, quand tu as un projet dont les advisors sont personne d'autre que l'un des créateurs de l'Internet d'aujourd'hui, Louis Pouzin, on a Jean-Jacques Kiskater qui, encore une fois, est un des plus grands cryptographes européens et d'autres. C'est vrai que tu te dis, voilà, qu'est-ce qui, à ton avis, de façon très objective, les a intéressés dans Freegum et d'accepter que leur nom soit associé. C'est des gars, ils ont 70, 80 ans. C'est Bien sûr. des OG, tu vois. Que leur Oui. nom soit associé à ce projet qui, à l'époque, est qu'une start-up tech, finalement, dans la crypto. À ton avis, qu'est-ce qui les convainc? C'est ton père? C'est le projet? Raconte-nous un petit peu, parce que moi, ça m'intéresse. Je pense sincèrement que Freegum, c'est le projet le plus ambitieux, le plus innovateur francophone en cryptographie et probablement l'un des plus ambitieux au monde également. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas juste à faire un énième protocole DeFi enfin, sur la blockchain. Nous, comme tu l'as dit au début de cette émission, on est software et hardware. Et le hardware, il n'y en a pas beaucoup qui en font parce que c'est très compliqué. Il y a beaucoup moins de codeurs hardware que software, évidemment. Et en fait, on cherche à rendre la blockchain tangible. Et rendre la blockchain dans le monde physique, c'est un tas de challenges, en fait. D'ailleurs, tu vois, une des discussions qu'on avait eues avec Jean-Jacques Iscater, c'était pour tout ce qui est encryption homomorphique. Donc, c'est rendre de la data privée, grosso modo. Donc, je pense que tout cet aspect innovation les a grandement intéressés parce qu'en fait, ils ont bien compris notre vision. Notre vision, c'est un écosystème. C'est un écosystème pour rebalancer le pouvoir, en fait. C'est-à-dire que là, actuellement, c'est les tech giants qui monopolisent tout ce qui est cloud, tout ce qui est télécommunications, etc. Et nous, en fait, on veut créer une infrastructure qui est distribuée chez les particuliers. Comme ça, tout le monde possède un bout de cette infrastructure. Et évidemment, ça demande énormément de challenges. Et les personnes les plus adaptées, c'était les personnes qui ont déjà résolu les plus gros challenges, déjà. Donc ça les a intéressés. Ah, tu mute, je crois. Ouais, pardon. Comment vous les avez contactés? Comment vous avez réussi à les atteindre? Est-ce que c'est quoi? C'est des messages comme ça à froid? Ou est-ce que vous les connaissiez ou vous connaissiez des personnes qui les connaissaient? Ouais, alors ça, c'est une très bonne question. Il y a mon père qui voulait absolument un advisor qui s'appelle John Day. John Day, c'est quelqu'un qui a travaillé chez ARPANET, qui est donc l'ancêtre d'internet et qui était développé par, les services secrets américains, en fin de compte. En fait, à la base, Internet, pour rappeler, au départ, c'est un projet universitaire, au tout départ, Ouais, d'accord, qui permet de lier et de transférer des informations de façon extrêmement centralisée entre deux universités. Et ensuite, effectivement, eh bien, le projet va être pris par
l'armée américaine qui va l'utiliser à des fins militaires, etc. Et c'est ce qu'on va appeler l'ARPANET, qui est l'ancêtre effectivement d'Internet. D'ailleurs, l'histoire d'Internet, elle est passionnante. Pour Ah le oui, coup, si un jour, d'ailleurs, un jour, je vais recevoir un mec pour venir nous raconter l'histoire d'Internet. Ça va être intéressant. c'est clair. Donc voilà, et lui, il a travaillé sur le projet ARPANET. Il a créé ensuite son propre protocole qui s'appelle RINA Protocol. Et en fait, c'est ce qui nous intéressait. Parce que RINA, c'est une autre architecture d'Internet qui n'est pas celle du TCP/IP, en fait, qui est différente, elle est récursive. Et en fait, nous, on voulait l'utiliser sur notre infrastructure pour, on va dire, accélérer la communication de data au sein de notre infrastructure. Donc, on voulait absolument le pionnier de ce protocole. Sauf qu'en fait, pour lui parler, c'était compliqué parce qu'en fait, il était intraçable. Et tu as l'impression que tu faisais une escape game en fait quand tu essaies de lui parler. C'est-à-dire que tu faisais des recherches dans ses études, tu vois, qu'il avait publiées, dans ses travaux. Et en fait, il y avait toujours un email qui renvoyait vers un autre dossier. Et en fait, tu essaies de trouver. Et un jour, mon père, il voit une adresse email, je peux pas la dire évidemment, mais qui lui saute aux yeux. Et là, il se dit putain, c'est aucune des adresses email que j'ai déjà contactées où il n'y avait aucune réponse. Et donc, il envoie un message. Et là, en fin de compte, il répond et dit oui, vous avez trouvé mon adresse email. Et après, on a fait un appel et c'est bien passé, C'est etc. génial, ça. C'est exceptionnel, ça. Ah oui, oui, oui. Donc c'est pour ça que je te dis, tu as posé une excellente question parce qu'en fait, c'est une histoire de fou. On a vraiment dû chercher activement 30, 40 travaux pour trouver enfin l'adresse email qui correspondait et qui était Un jeu cachée de en plein piste. milieu du texte. Un jeu de piste. C'est exceptionnel. OK. Voilà. Et OK. Alors, Jean-Jacques, lui, est plus facile à contacter Ouais. puisque voilà, il est connecté, notamment sur LinkedIn, aussi sur Twitter. De temps en temps, il donne son avis. Enfin, bref. En tout cas, c'est vrai que c'est un bel advisory board. Comment est-ce qu'il vous accompagne sur Frigom? Est-ce que c'est quoi un call de temps en temps? Est-ce que c'est un atelier de travail sur des sujets? Enfin, c'est intéressant de savoir aussi dans la constitution d'une équipe, on a la core team qui, elle, va travailler H24 ou parfois même plus sur le projet. Et puis, tu as l'advisory board qui, lui, va être un petit peu plus en retrait, qui ne va pas être opérationnel H24, bien sûr. Mais voilà, comment vous tirez parti de leur expérience, de leur très riche expérience? Ouais, bien sûr. En fait, ça, c'est plus le rôle de mon CTO, vu que c'est technique, évidemment. Et quand il a besoin d'eux, il leur envoie un message. Et donc, il y a 2 solutions. Soit ils font du travail de leur côté et après ils nous soumettent leur travail, soit ils s'appellent tout simplement. Donc, c'est ce qu'on Hmm. avait fait avec Jean-Jacques. Par exemple, on s'était appelé pour parler de choses et d'autres. Et avec Bill Buchanan, qui est donc un cryptographe, qui est un des meilleurs cryptographes européens, qui a été décoré par la reine Elisabeth II, qui donc fait partie de la Royal Society. Et lui, en fait, lui, directement, c'était un mathématicien également, il nous faisait les équations et il nous les envoyait, quoi. OK, OK, excellent. Alors justement, alors Frigom, on revient un petit peu au départ. Qu'est-ce qui pousse ton père à quand tu lui parles de la blockchain, pourquoi ça lui vient cette idée-là? Parce que lui, à la base, il a déjà un parcours, dans le hardware, enfin, qu'est-ce qui fait qu'il se dit, parce que, tu sais, la blockchain ou la crypto ou le Web3, peu importe comment on l'appelle, c'est un diamant avec 1 million de facettes. Tu peux le prendre dans tous les sens et tu peux décider de t'y intéresser ou de t'y engager par plein de façons différentes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi il se dit, OK, moi, je vais le prendre de ce côté-là. C'est-à-dire de permettre de mettre en fait, enfin, de faire en sorte que la maison devienne un des maillons de la blockchain, quoi, en 2 mots. Ouais, mon père, en fait, ça a toujours été un cypherpunk sans le savoir, en fait. C'est-à-dire il a toujours été contre l'État, contre l'oppression des petits, enfin, sur les petits. Il a toujours, en fait, voulu défendre les gens. Et donc, il s'est dit qu'en fait, l'un des meilleurs moyens, c'était de ne pas laisser les grandes entreprises prendre trop de place et donc diriger après même ta propre maison, en fin de compte. Donc, lui, il a vu toutes ces opportunités et il s'est dit la meilleure technologie pour redonner le pouvoir au peuple, c'est la blockchain. OK. Et alors, politiquement, ça le faisait de lui quelqu'un qui votait ou quelqu'un au contraire qui votait pas? Non, mais ça m'intéresse, tu vois, de Ouais, savoir comment, il se positionnait. Alors évidemment, sans rentrer dans des détails, et d'ailleurs si tu veux pas répondre, tu es pas du tout obligé, mais c'est pour comprendre, pas de tabou.
finalement, tout est politique, tu vois, même la blockchain et surtout la blockchain quand il s'agit d'un mouvement de pensée comme les cypherpunks, protection de la vie privée, décentralisation, etc. Ouais, politiquement, c'était quoi son positionnement Mon tu père, sais? c'est moi, en fait, bah, je suis comme mon père à ce niveau-là, c'est-à-dire que j'ai été élevé là-dedans et bon après j'ai ma propre vision du monde évidemment, on n'était pas d'accord sur tout, mais lui c'est un libertarien pur et dur. Donc moi, c'est ce que j'appelle l'extrême, extrême, extrême droite. C'est-à-dire qu'en fait, tu es pour la la liberté et tu es pour, heu, tu pour une sorte de minarchie. En fait, tu es pour une minarchie. Enfin moi, je suis pour une minarchie en tout cas C'est et quoi une mon père est minarchie? donc tu as l'anarchie qui est donc sans État et tu as une minarchie qui est avec un État minimaliste. Ok, d'accord. Donc c'est vraiment vraiment, on s'occupe de quoi? Vraiment, quand on dit le C'est un État régalien, régalien. Voilà, ouais. régalien, Ok, c'est ça. ok, j'ai compris. Donc on gère la police, on gère, l'armée, les affaires extérieures, les affaires intérieures et on laisse faire, les gens, Ok. on Il y a laisse un une débat économie en ce privée. moment, d'ailleurs, qui est passionnant. Aussi, il faudrait qu'on traite ça dans l'émission. Bitcoin est-il de droite? Est-il de gauche? Là, tu nous dis que le mouvement libertarien, tu le situes plutôt à l'extrême droite, alors qu'en vérité, l'extrême droite, quand on l'a définit comme étant les mouvements à l'époque totalitaires, au contraire, il y avait un État qui était totalitaire, donc l'État contrôlait tout. Donc c'était ça l'extrême droite. Et en même temps, le libertarianisme, L'extrême gauche aussi, de quoi? l'extrême gauche aussi. C'est-à-dire le communisme, l'État contrôlait encore plus tout que Mais l'extrême c'est droite pour même. ça que les extrêmes, c'est souvent extrêmement plus d'États pour contrôler les masses, alors que Ouais. le libertarianisme, finalement, bah, c'est moins d'États. Donc c'est difficile hein, d'arriver à prendre un échiquier politique constant et d'y mettre des mouvements qui, eux, ont évolué à travers les années. Mais toi, tu penses que Bitcoin est droite ou de gauche? Tiens, tu t'es posé la question parce que tu sais que non, mais c'est le sujet. Disons que les médias d'extrême gauche disent que Bitcoin est d'extrême droite. Et puis inversement, d'autres, parce que le RN soutient le minage de Bitcoin, eh bien, on dit maintenant que Bitcoin est d'extrême droite. Alors, on ne sait plus maintenant. Franchement, tu vois, ça me fait bien rire, quoi, et ça te fait rire aussi parce que c'est vraiment un débat tellement qui sert à rien, tu vois? Pour moi, ces technologies, ça n'a pas de droite, de gauche. Tout le monde peut utiliser Bitcoin, que peu importe ton pays, peu importe ta race, peu importe ton orientation, tout le monde peut utiliser Bitcoin. Donc, en vérité, Bitcoin n'a pas de bord comme, Ethereum. En fait, comme toutes les blockchains qui sont publiques. Après, voilà, il y a d'autres débats, tu vois? Est-ce que le réseau est ce qu'on appelle opinionné? Donc est-ce qu'il y a une opinion pour utiliser le réseau? Donc Ethereum est très peu opinionné, c'est connu pour ça. C'est-à-dire que n'importe qui peut bâtir n'importe quoi, grosso modo. Bitcoin, c'est un peu plus compliqué dans le sens technologique opinionné, mais dans le sens d'utilisation, tu en fais ce que tu veux de Bitcoin. Tu le donnes à ton pote, tu le vends, tu le gardes, personne pourra te juger pour ça et la beauté, c'est qu'en fait, ça sera chiffré par ton adresse. Donc en fait, même si tu as 100 bitcoins et que si tu le dis à personne, personne ne saura que tu as 100 bitcoins, en fait. Hmm, ouais. Ok. Alors, revenons un peu à Freegum. Donc, comment ça se passe au début? Parce que bon, si nous, tu étais venu à l'époque, vous aviez déjà, je crois, levé vos premiers millions en Love Money. Comment ça se passe le financement de Freegum? Parce que bon, bah, c'est quand même des ressources, il faut bosser. C'est demain un boîtier, donc c'est aussi beaucoup d'argent pour fabriquer le moule, etc. Comment ça se passe financièrement, les différents rounds? Comment vous convainquez les premiers investisseurs à vous faire confiance sur cette vision qui est quand même un peu contre-intuitive parce que bon, on va pas se mentir, la blockchain, c'est on ne peut plus digital, on ne peut plus numérique, et vous venez casser les codes en disant, en vrai, selon nous, l'adoption passera par quelque chose de physique. C'est quand même pas hyper évident à pitcher au départ, non? C'est très contrariant, effectivement, et je pense qu'en fait, là où il y a le plus d'argent à faire, c'est dans les idées contrariennes. C'est jamais dans les idées qui vont dans le même sens, en fait. Si ChatGPT a connu une explosion, c'est parce qu'en fait, ils ont voulu créer un chatbot qui te permet de répondre à tout, à n'importe quoi et même plus en fin de compte. Donc ça, c'est un Oh, truc mais qu'on ne ça, pouvait c'est même pas pas imaginer. contrariant, ChatGPT. D'ailleurs, on le voit dans sa courbe d'adoption. ChatGPT, ça suit des usages actuels. Le fait de demander sur Google quelle est la meilleure application, ça, on est déjà habitué à le faire au quotidien depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. Désormais, tu le fais sur une nouvelle plateforme et tu promptes différemment. Mais par contre, ils ont suivi
des usages qui sont existants. C'est pas comme si ChatGPT avait dit il va falloir acheter un matériel. Remarque, tu sais que ça. Ben non, en même temps, c'est con parce que tu vois, même ça existe. Quand tu as les Google Home à la maison, les Alexa, etc., bah, tu achètes un matériel à la maison et tu peux lui demander n'importe quoi. Donc, ouais. Mais enfin, je veux dire, ça n'a pas cassé les usages non plus, tu vois. Alors que la blockchain, jusqu'à présent, c'était quand même essentiellement en ligne, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Bon, après, il y a tout ce côté au niveau des mineurs, des validateurs, et cetera. Ouais, il y a aussi du matériel Mais pour ça, tu as raison. Ouais. tu vois? Il y a aussi du hardware, mais je pense qu'en fait, on peut pas recréer des nouveaux cas d'usage de zéro qu'on n'avait jamais imaginé. Heu, je pense juste que ça doit être fait différemment et ChatGPT, c'est un exemple de ça. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, c'est un très bon exemple. Google, c'est, tu tapes ce que tu cherches, ça te donne des résultats. ChatGPT, il y a beaucoup de gens qui parlent de Google Killer parce qu'en fait, avec le deep research, maintenant, en fait, ça scanne tout le web et ça donne directement les résultats. Je pense qu'en fait, c'est juste, améliorer, voire dévier certains cas d'usage pour en faire quelque chose dont tu crois que ça va changer, profondément le futur, en fait. Et ça, c'est notre pari. On pense que la blockchain, on a essayé 1 milliard de fois de la faire masse adopter avec toute cette altcoin season d'ailleurs, où il y avait plein de projets qui étaient dans le gaming, qui étaient enfin dans tout, dans le streaming, dans plein de trucs. Au final, ça a pas pris. Ça a pas pris. Donc, nous, on part du principe que, en fait, on prend le modèle mental, pardon, j'arrive plus à parler, le modèle mental qui est pareil que celui d'internet. C'est-à-dire que internet, en 1999, il y a eu un conglomérat qui s'est dit: «OK, ben maintenant ça, c'est Wi-Fi». OK? Ça, c'est la Wi-Fi et donc ils ont amélioré la portée, ils ont amélioré, la bande passante et cetera. Ce qui a permis, aux gens de foutre en fait un routeur internet chez eux et donc ils ont compris qu'internet, c'était quelque chose de tangible. Ce n'était pas juste, un réseau universitaire machin. Là, c'est quelque chose qui est tangible, et donc ça a permis l'adoption de masse d'internet. Nous, on part du même principe où on se dit qu'en fait, bah, la blockchain a besoin de son propre routeur. Donc nous, on crée cette infrastructure qui se positionne comme, la colonne vertébrale de la blockchain. Ok, ouais, ça c'est intéressant. Alors, donc, si on revient un petit peu sur l'histoire de Freecom, donc au départ, si j'ai bien compris, ton père c'est le CEO, donc vraiment le directeur des opérations et celui qui représente. Mais toi, tu t'occupes de la partie marketing, donc ça va dans la suite de ce que tu faisais avant. Mais déjà, tu fais toi des interviews, etc. Donc, avant même d'être le CEO, tu es déjà un petit peu celui qui va incarner un peu le projet. Comment vous vous répartissez les tâches à ce moment-là? Et est-ce que c'est pas difficile de travailler avec son père? Parce qu'évidemment, c'est la question qu'on a envie de se poser. Ouais, c'est vrai que c'est une sacrée épreuve. Bah, après avec mon père, enfin, je veux dire, moi, quand j'étais gamin, déjà, il m'amenait à son bureau et cetera, donc même les étés, je pouvais travailler avec ma mère, je pouvais travailler avec mon père. Donc, en vérité, on a toujours un peu travaillé en famille, de cette manière-là. Donc, il y a pas eu vraiment d'accroc. Puis mon père, l'avantage, qu'il avait, c'est qu'il était extrêmement clair. Donc d'entrée, il m'a dit: «Moi, je suis trop vieux, j'ai pas envie de faire des interviews, c'est toi qui t'en occuperas parce que tu es jeune». Donc, je lui ai dit: «OK». Donc, j'ai pris ce rôle, je l'ai incarné et je l'ai, véhiculé du mieux possible, tout simplement. Donc là, je fais encore plus d'interviews qu'avant, mais c'est un vrai bonheur parce que c'est une vision qui m'est chère. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce que ça m'intéresse aussi, est-ce que la vision, elle a évolué entre le début, l'idéation, et maintenant? Sur quoi vous êtes revenu? Sur quoi vous vous êtes trompé? Sur quoi vous avez dû adapter? Ça aussi, c'est intéressant de voir comment d'un projet, on monte une entreprise et ensuite on se dirige ou pas hein, vers le succès. Ça dépend de plein de choses. Mais est-ce qu'il y a des certitudes que vous avez dû mettre de côté dans cette phase depuis 2019, hein, donc c'est quand Ouais. même pas d'hier. Hein. Oui, effectivement, il y a énormément de challenges quand on crée une entreprise. D'ailleurs, toutes les personnes qui nous écoutent, si vous dites que c'est facile d'être entrepreneur, qu'il suffit de créer le dernier, protocole à la mode, c'est pas du tout facile en vérité. Ouais, au niveau de notre vision, en fait, l'ADN de la boîte est toujours resté la même, où on est convaincu que le hardware, c'est ce qui fera, l'adoption de masse de la blockchain. Par contre, d'un point de vue, véhicule, de comment est-ce qu'on va d'un point A à un point C, eh bien, il y a un point B au milieu. Donc en fait, on a rajouté des couches,
et on va dire des étapes. Donc, à la base, on voulait faire une serrure connectée à la blockchain. On s'est dit, OK, de quoi on a besoin en fait pour la connecter à la blockchain? On a besoin d'un serveur. OK, pourquoi est-ce qu'on ne popularise pas ce serveur d'abord? Et donc on crée une vraie utilité autour de ce serveur. OK, mais comment est-ce qu'on fait pour ne pas créer un nouveau Ponzi? Comme, il y a pu déjà y avoir avec Helium, par exemple. Heu, eh bien, on s'est dit: on a besoin d'avoir, une rentrée d'argent, avoir des filles, et cetera. Donc on s'est dit: «Bon, d'abord, on va créer une DApp». Donc ça, on l'avait pas prédit avant et au fur et à mesure, avec toutes ces itérations, on s'est dit: pour pénétrer le marché, d'abord, on fait du software et ensuite on release le hardware. OK, OK, ça c'est intéressant. Hem, alors donc justement, donc vous vous répartissez les rôles. Lui, s'occupe, vraiment de la partie, stratégique, j'allais dire. À côté de ça, vous avez un CTO, vous avez Elliot, il y a toi qui s'occupe plutôt de la partie, marketing. C'est quoi vos premiers succès, vos premiers échecs? Donc Ouais, il y a cette ouais, vas-y, non, vas-y, je te laisse répondre, vas-y. échec, alors je dirais, c'est pas vraiment un échec parce que en fait, si c'était un échec, on n'aurait rien appris et ça ne nous aurait pas avancé. Mais c'est un échec dans le sens où, en fait, c'est pas concrétisé. Maintenant, ça va nous servir dans le futur, ça, on le sait. On a fait énormément de R&D sur un supercalculateur qui pourrait miner du bitcoin et remplacer une ferme à lui tout seul. On avait fait ça à l'époque. Donc, ça nous a bien avancé, notamment sur, le fonctionnement du bitcoin, parce que bitcoin, c'est quand même une blockchain qu'on aimerait intégrer sur notre infrastructure. Mais, évidemment, on n'a pas pu «craquer le code» entre guillemets, parce que si on avait pu craquer le code, on serait milliardaire à l'heure actuelle déjà, tu vois? Donc, c'est un «échec» entre guillemets. Heu en succès, écoute, là, on sort de notre bêta privée, sur notre première DApp, qui est notre proof of concept et on a accumulé un peu plus de 200 utilisateurs qui ont généré plus de 255 000 de volume on-chain, alors que c'est même pas, publicly launch. Donc je trouve que c'est un score qui est, ma foi, très honnête. Alors ça c'est intéressant, on va y revenir sur la stratégie, hardware, software, comment combiner les 2. Parce que pour l'instant, on est d'accord que le boîtier, Frigome, qu'on va pouvoir installer à la maison, et qui va permettre, d'un côté, de pouvoir gérer, un certain nombre de choses à la maison, un peu, à la manière de ce qu'on appelle la domotique, hein, tu vois? Ouais, Et en même temps, se connecter à la blockchain pour avoir, des rendements, pour, participer à la sécurisation de réseau via le staking, etc. Pour l'instant, c'est pas encore live le boîtier. Ça, c'est vraiment le projet qui doit arriver dans les prochains mois et les prochaines années. Mais en attendant, vous avez décidé de sortir quelque chose qui n'était pas prévu au départ, si j'ai bien compris, c'est-à-dire un protocole un agrégateur plutôt de liquid staking, où en fait, eh bien, on va pouvoir se connecter et d'être orienté vers les meilleurs taux pour liquid staker, surtout sur l'écosystème Ethereum, c'est bien ça? ouais, Ethereum et les L2, en fait, on se positionne vraiment en mode infrastructure, DeFi. Donc là, pour l'instant, c'est liquid staking et après on verra, peut-être qu'on rajoutera d'autres trucs. Mais en fait, on veut faire en plusieurs temps. Donc première chose, c'est infrastructure DeFi. Deuxième chose, c'est infrastructure blockchain, notamment EVM compatible. Et troisième chose, ça sera infrastructure pour tout ce qui est, en fait, ville intelligente, maison intelligente, et cetera. Non, mais C'est en 3 justement, temps. ce passage, j'allais dire, euh, en cours de route, de se lancer dans un énième protocole DeFi, etc. Comment on arrive à se lancer et à gagner des parts de marché sur un secteur aussi concurrentiel? Ou alors, moi, je ne suis pas un crack en DeFi, hein, mais de ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y en a plein. Il y a une tonne. Donc, comment on arrive à se faire sa place un petit peu là-dessus? Et quelle idée il faut avoir pour être un peu différent ou un peu meilleur justement de tous les autres? Ouais, en fait, tout est dans ce qu'on appelle l'ICP, donc c'est, le profil, client idéal en français et nous, en gros, ce qu'on avait repéré, enfin, surtout ce qu'Eliott avait repéré, parce que c'est lui le crack en DeFi qu'on a, c'est que, sur Solana, tu as un protocole qui s'appelle Sanctum, qui grosso modo, fait de l'agrégation de LST et même permettait en fait de créer, des LST, et cetera Donc les et LST, sur c'est les Liquid Staking Token. Donc en fait, en gros, qu'on explique à ceux
qui nous regardent, hein, quand tu décides de staker, donc de mettre en jeu un token pour sécuriser une blockchain en proof of stake, tu vas le déposer sur le smart contract. Et si effectivement tu passes par un protocole de liquid staking, eh bien, tu vas récupérer un reçu, hein, comme on peut dire, de ce que tu as staké. Et c'est un nouveau token qu'on appelle un LST. C'est une preuve de dépôt. Et ce nouveau token, qui est un miroir de celui que tu as déposé sur le protocole, eh bien, tu vas pouvoir le réutiliser sur d'autres protocoles, etc. Et ça, le liquid staking, ça permet eh bien, de rendre liquide ce qui était jusqu'alors illiquide. Et donc ça permet de libérer une quantité phénoménale de valeur qui peut être ensuite utilisée soit pour aller sécuriser d'autres protocoles, soit pour aller faire de la DeFi, donc générer des rendements avec ces nouveaux tokens obtenus, etc. Donc ça a été une espèce une vraie innovation. Pour moi, une des Oui, dernières grosses innovations. Alors, il y a des risques au liquid staking, il faut le dire quand même à celles et ceux qui nous écoutent, c'est qu'un même token peut être utilisé pour sécuriser 2 fois, 3 fois, 10 fois. Donc derrière, tu as une chaîne de responsabilité, une chaîne de risque. Et donc, forcément, plus le token il est utilisé plusieurs fois, plus tu as de couches et de failles par définition. Aussi, certains n'aiment pas trop liquid staking parce que ça retire la valeur du staking, qui est le concept même d'immobiliser de l'argent. Et si finalement tu l'immobilises, mais que derrière il est quand même mobilisable, bah, tu réduis un petit peu ça. Donc voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est un procédé qui est très utilisé de plus en plus. Et on peut le oui. comprendre d'ailleurs, parce que quand tu stakes, par exemple, tes ETH pour sécuriser ETH pour gagner 4-5% de rendement, bah, pendant ce temps-là, tous tes ETH, bah, tu ne peux rien en faire. Donc, grâce au liquid staking, aujourd'hui, tu peux récupérer un miroir de ces tokens déposés et les utiliser dans d'autres protocoles. Voilà, j'espère que j'ai été clair, mais voilà, pour bien l'expliquer à tout le monde. Ouais, ouais, carrément. Donc en fait, c'est ce qu'on avait repéré que sur Solana, ça existait, ça s'appelait Sanctum. Il y avait déjà un agrégateur spécialisé LST, alors que sur Ethereum, ça n'existait pas. Donc on s'est dit, bah, c'est un énorme marché, donc autant capitaliser dessus, vu qu'on cherche à avoir une DApp qui génère des frais déjà, pour après ensuite bah, alimenter le réseau infrastructure. Donc ça, c'est la première chose qu'on s'est dit. Effectivement, bah, aller dans cette direction full blast, on va dire, bah, ça a payé parce que bah, du coup, les gens étaient très intéressés. À noter qu'il y a quand même des vrais enjeux. C'est-à-dire que là, actuellement, on le voit encore. Vu qu'Ethereum monte, bah, les gens stake. Et sur Lido, bah, en fait, tu as une file d'attente. C'est-à-dire que bah, eux, ils ont besoin d'un fonds de roulement. Donc, en gros, tu as un délai. Donc, ça varie. Des fois, ça peut être 10 jours. Des fois, ça peut être une semaine. Mais là, vu qu'il y a une grosse file d'attente, bah, c'est monté à 18 jours. Donc, Ouais, j'ai vu ça, ouais, c'est énorme. c'est ça. Donc, s'ils passaient chez nous, bah, en gros, ils pouvaient juste swap leur LST pour un autre, en fait. Ouais, j'ai vu là, j'ai vu ça là hier. C'était un post qui date d'hier, je crois. On va dire le 23, donc il y a 2 jours. Il y avait 519 000 ETH, presque 2 milliards de dollars, qui étaient dans la file d'attente pour unstaker justement les Ethers. Et donc, ça donnait une file d'attente de 8 jours, 9 jours presque. 9 Il y a jours, ouais. tu vois. Et donc, c'est vrai qu'avec le liquid staking, bah, c'est comme un fast-pass, tu sais. Ouais, c'est un coupon, en fait, c'est le Ouais. coupon de la boucherie, Mais quoi. ça dépend, il y a quand même un élément à savoir, c'est que ce liquid staking, il faut qu'il y ait la liquidité en face. Ouais, Parce qu'il faut quelqu'un qui te le rachète derrière et qui lui accepte d'être, disons, réimmobilisé et de dépendre d'une liquidité future. Mais effectivement, c'est pas clair pour tout le monde, mais quand tu stakes sur ETH, bah, quand tu veux sortir, il n'y a pas un délai fixe, comme tu peux avoir sur certaines blockchains, sur lesquelles tu as ce qu'on appelle un unbonding, qui est en général de 7 à 10 jours. Là, c'est une file d'attente parce qu'il y a un jeu en fait d'offres et de demandes parmi les stakers. Et donc, le liquid staking permet justement de fast-pass la file tout d'attente. simplement. Donc, OK, ça, c'est très clair. Alors, pour revenir un peu à Freegum, maintenant qu'on a compris un petit peu tout ça, et on finira sur cette histoire de blockchain of things.
Tu as fait un post là-dessus il y a quelques mois, de cela puisque, malheureusement, ton père a disparu. Moi, je ne sais pas si tu t'es déjà, confié sur le sujet, mais sans rentrer dans des détails, intimes qui nous regardent pas et j'aime pas ça, mais quand même, comment est-ce qu'on passe, de CMO à CEO, premièrement? Et deuxièmement, comment on arrive à prendre la place justement du papa et de concilier la peine personnelle, qui est évidemment naturelle dans ces cas-là, avec des investisseurs qui évidemment sont très compréhensifs, mais bon, ils ont quand même envie que le projet avance. Donc voilà, comment tu as géré ça? Comment tu le gères encore aujourd'hui? Parce que, sauf erreur de ma part, la disparition, elle n'a pas un an. Et donc voilà, c'était encore, j'imagine, dedans au quotidien. Voilà, évidemment, tu nous dis que ce que tu as envie de nous dire, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être inspirant pour celles et ceux qui nous écoutent. Oui, totalement, je pense que ça sera «d'utilité publique» entre guillemets et enfin, de toute façon, la peine, c'est quelque chose qui est très personnel et chaque personne ne réagit pas de la même manière, mais ma réaction a été en fait, de prendre, à peu près 2 semaines. En gros, donc mon père est décédé le 19 et heu et je me suis dit, le 19 décembre, pardon et je me suis dit: «OK, bah, là, en vrai, je suis détruit». Surtout que mon père n'est pas, décédé à l'hôpital, donc on va dire que je l'ai vu, en fait, si tu veux. Donc ça m'a Je crois ça qu'il est décédé d'une maladie, hein, cancer, ouais. Cancer, sacrée merde, mais bon, ça c'est comme ça existe. Donc il est décédé en plus, c'était, très rapide, en fait. C'est-à-dire qu'on a fait notre levée de fonds et courant de l'été, on apprend qu'il est en stade terminal cancer. Donc et il y avait aucun signe avant? bah, si, mais en fait, si tu veux, il est allé chez le médecin et tout et il lui disait qu'il avait un ulcère, tu vois? Donc on savait pas et Ouais, en mais ça fait, a rien à voir. Tu peux pas imaginer, non. ah ouais, c'est vraiment Il s'est horrible. dit ulcère, moi je supposais qu'il avait les intestins poreux parce que c'est une maladie du 21e siècle en fait, qui est très récurrente. Donc je lui dis: «Arrête de manger du gluten», des trucs comme ça. En fait, bah, j'étais loin d'imaginer que c'était bien pire que ça et quand il est décédé le 19 décembre et que voilà, bah, j'ai assisté à la scène et cetera qui était très dramatique, bah, ça m'a profondément marqué, ça m'a vraiment choqué et même je me souviens la première chose que j'ai dit à ma copine, parce qu'elle était là aussi, c'est une femme forte, elle m'a vraiment aidé et je lui ai dit: «Faut que j'aille voir un psy». Alors, bon, au final, je suis pas allé en voir un, mais la foi m'a grandement aidé dans cette épreuve également et je me suis dit: «OK, là, en vrai, je peux pas travailler». Donc, direct, j'ai appelé mes 2 cofondateurs, j'ai appelé Bertrand et j'ai appelé Elliot et je leur ai dit: «Les gars, je suis désolé, mon père vient de partir». Donc, évidemment, ils étaient en pleurs et et ouais, Ouais, en gros, donc ils ont compris, en fait. Ils ont compris et ouais, donc pendant et ce qui a j'imagine. marché pour moi, enfin, ce qui a, entre guillemets, «marché» sur le court terme, c'est de me fixer une date. Je me suis dit: «OK, le 4 janvier, je recommence à travailler». Mmh. Donc j'avais, grosso modo 2 semaines à rien faire, à me morfondre, à jouer aux jeux vidéo, à être une laque, en fait, mais c'était accepté, c'était délibéré et à partir du 4 janvier, je suis retourné au bureau, hop, call, OK les gars, je veux pas en entendre parler, on avance et donc ça a vraiment bien marché. J'avais vraiment la rage, parce qu'en fait, ce que je savais pas, c'est qu'il y allait avoir un effet, retardateur comme une bombe qui en fait allait, rekick mais sur plusieurs mois. C'est-à-dire qu'en fait, le chagrin que je n'ai pas eu, où la plupart des gens font des deuils pendant 2 3 mois, moi en fait, j'ai pas eu le choix, j'ai dû prendre cette vision, l'incarner et la diriger en fin de compte. Mais j'ai pas eu le temps pour moi «d'assez souffrir» entre guillemets. Mmh. Ce qui m'a causé, encore aujourd'hui, mais beaucoup de tristesse, en fait. Surtout que, bah, là, j'ai ma grand-mère qui est souffrante également, donc en fait, j'ai beaucoup de choses qui m'arrivent de ces derniers jours. J'en parle pas forcément à tout le monde parce que, bah, je m'en fous un petit peu, on va dire, c'est pas leur problème, mes problèmes. Moi, mes investisseurs, je suis transparent avec eux et c'est d'ailleurs la première réaction que j'ai eue, c'est qu'en janvier, quand je me suis remis au travail, j'ai envoyé une lettre à tous les actionnaires où je leur ai expliqué la situation et beaucoup m'ont témoigné, leurs sincères condoléances. Ils ont vraiment compris. Il y en a même qui pensaient que j'allais arrêter le projet, mais pour moi, c'était hors de question. Pour moi, mon père, il Et il d'ailleurs, est l'incar comment se fait la enfin, voilà, est-ce qu'il te donne le bébé? Est-ce qu'il le formule? Le fait de dire: «Ah bah, mon oui. fils, maintenant, c'est toi le patron». Et voilà, parce que ou est-ce que ça s'est fait naturellement ou est-ce que ça a été verbalisé, Plus fort que ça, j'étais allé le voir à l'hôpital, heu,
quand il était encore, mourant quoi et il m'avait donc signé le papier chez le notaire machin pour mettre CEO de la boîte. Donc officiellement, hop, il s'est mis, en retrait et il m'a dit des mots très forts qui resteront jamais gravés dans ma tête et parce que moi, en fait, j'ai une sœur et une mère, c'est tout et il m'a dit, «C'est toi l'homme de la famille maintenant», tu vois? Ouais. D'ailleurs, on peut peut-être dire, hein, que ta maman, elle travaille avec toi? Et ouais, c'est un business de famille, hein. Ma mère, elle travaille avec moi et je suis très heureux parce que ma mère, c'est une super travailleuse franchement, elle travaille, je sais pas, je lui envoie un message à minuit, elle me répond, tu vois, pour le travail. Donc c'est c'est top, moi j'adore. Ouais. Puis on Non, peut non, c'est tous vrai que dire c'est beau. Alors on va pas, aller plus loin sur ce terrain-là, c'est pas le but et voilà, mais merci en tout cas voilà, peut-être pour la première fois, je ne sais pas, avoir, exprimé, en live, ce moment, et nous partager aussi, voilà, le soutien des investisseurs, le soutien de tes associés, parce que, bah, dans la vie d'une entreprise, ça peut arriver, et aussi, ouais, certains auraient pu se dire effectivement que, bah, le projet n'allait pas, survivre et en fait, bah, il survit et il évolue, il avance, voilà et au final, voilà. Dernière petite question quand même, est-ce que tu estimes que tu étais prêt à prendre cette charge-là ou je vais te prendre une analogie, tu me diras si elle est débile, mais tu sais, on dit souvent qu'on n'est jamais prêt à avoir un enfant. En vrai, tant qu'on n'en a pas un, en fait, on ne sait pas. On peut se dire prêt, mais en fait, il y a qu'au moment où il arrive qu'on se dit, OK, bon, bah là, de toute façon, il faut que je sois prêt. Est-ce qu'il y a un peu de ça, où en fait, on n'est jamais prêt à prendre le relais, que ce soit du père, mais aussi du rôle de CEO, avec tout ce que ça comporte comme responsabilité, hein, quand même? Ou est-ce que tu te sentais prêt? Je ne sais pas, ouais, est-ce que tu peux peut-être nous parler de ça? alors pour avoir le rôle de patriarche, c'est quelque chose dont je m'étais préparé. Étant donné que mon père était de plus en plus faible physiquement, en fait, c'est moi qui devais faire les déménagements, qui devais faire les choses comme ça, en fin de compte. Donc, on va dire que ce rôle, je l'avais déjà à moitié embrassé. Pour ce qui est rôle du CEO, alors j'avais déjà eu 2 boîtes auparavant, donc j'avais l'expérience de manager certaines personnes et cetera, mais jamais, avec autant de challenges et jamais autant de personnes. Donc on va dire que j'étais prêt sans être prêt. En fin de compte, j'ai découvert ce qu'était vraiment le monde d'une entreprise tech en fin de compte. Donc, C'est quoi le ouais, plus je peux dur à dire gérer alors? Tiens, maintenant que ça fait, 7 mois à peu près, que tu es donc à la tête, de cette entreprise, si tu devais me citer le truc, que tu t'attendais pas, mais qui finalement est peut-être la chose la plus compliquée à gérer. Est-ce que c'est l'humain? Est-ce que c'est les finances? Est-ce que c'est, je sais pas moi, le les voilà, dis-nous, quel est le truc que tu avais un peu sous-estimé, que tu dis: «Putain, c'est une vraie galère quand même ça». alors finance, c'est assez mathématique, donc évidemment, il y a de l'humain qui est concerné, mais en gros, tu dis: «Bah, voilà, faut que je réduise les coûts», bah, tu cuts des trucs, en fait, tout simplement. Heu, L'humain, c'est beaucoup plus traître, enfin traître, pas traître, mais c'est beaucoup plus, Surprenant. vicieux, Ouais, surprenant, ouais, voilà. mais je vois ce que C'est-à-dire, tu veux dire. c'est pas Ouais. numérique, Tu c'est en peux pas gros, c'est tout tu pré Voilà, tu peux pas tout prévoir avec l'humain, et parfois tu peux être déçu et parfois tu peux être agréablement surpris, donc faut voilà. savoir gérer, c'est ouais, ouais. Moi, je suis très content de ma team, hein, franchement, je le dis toujours. J'ai une team adorable. Alors, ça a mis du temps à vraiment trouver, on va dire, le meilleur point possible. C'est-à-dire qu'il y a eu des renvois et il y a eu des recrutements. Mais là, je pense qu'on tient un bon truc. Là, en l'état actuel, si on faisait notre levée de fonds encore plus conséquente que celle qu'on a fait la dernière fois, donc l'étape supérieure, je sais que là, on ira très très loin parce qu'en fait, on a une team qui se donne. On a fait des moves stratégiques qui payent à l'heure actuelle. Donc, franchement, ça se passe très bien. D'ailleurs, en termes d'update, au niveau du hardware, le prototype est prêt. Donc, bientôt, on va faire une démo. Au niveau de la DAP, ça se passe très bien. Elle est déjà en train d'être testée. D'ailleurs, là, possiblement sous invitation, ils peuvent rejoindre. Donc, si vous allez sur notre Discord, vous aurez accès. Vous allez sur notre Discord, vous aurez un ticket, vous allez avoir une invitation. Et, euh, et voilà, en fait, donc c'est de plus en plus près. On est de plus en plus Et en j'avais place. une On a fait le dernière plus question dur. sur, la partie, «management» entre guillemets et après on parlera évidemment de la blockchain of things, et la phase justement où vous en êtes aujourd'hui, on finira là-dessus.
est-ce que tu as été tout de suite légitime en tant que CEO, ou est-ce que, sans nommer personne, tu vois, ou est-ce qu'il y en a un qui a dit, qui a pas cru ou qui s'est dit, non mais tu sais le Ouais, fait que ouais. tu prends, c'est important quand tu prends une position hiérarchique supérieure, bah forcément, certains peuvent. Alors bon, dans ton cas, c'est quand même un contexte particulier. Mais voilà, est-ce que tu as dû te justifier à un moment donné ou est-ce que ça s'est fait de façon assez naturelle et évidente? Franchement, très naturelle et évidente. Même si j'étais CMO à l'époque, j'étais quand même le bras droit de mon père. Donc, et surtout que mon père, en fait, on n'a jamais su évidemment, mais moi je le soupçonnais d'être un peu autiste parce qu'il était très intelligent, mais quand il parlait, c'était pas forcément hyper compréhensible. Donc en fait, moi je faisais le traducteur en même temps. Donc en fait, les gens m'ont interprété comme le bras droit du CEO d'entrée. Donc en fait, père-fils, bras droit, je pense que c'était assez évident que ce soit moi Mmh. qui prenne les rênes. Très clair. Alors, merci encore une fois, Axel, hein, de répondre à ces questions. On va avancer. Alors, Frigom, alors on en est où aujourd'hui? Donc, grosso modo, vous avez levé environ, je crois, 2 millions, hein, ça c'est C'est public, hein, ça. qui vous a permis voilà, de développer, donc de faire la R&D, de constituer l'équipe, de prendre les bureaux, de définir une roadmap claire, de lancer justement ce premier produit qui est un agrégateur de liquid staking sur l'écosystème Ethereum. Et là, je crois, voilà, vous avez donc lancé en phase bêta, donc en phase fermée, mais on peut rentrer sur invitation cet agrégateur justement de liquid staking. Donc n'importe qui aujourd'hui, en rejoignant votre Discord, peut avoir, je sais pas, ça doit être un code, quelque chose qui permet de Ouais. se connecter. Et pour l'instant, ça marche vraiment avec du vrai argent ou c'est juste du faux argent pour tester un petit peu et prouver l'infrastructure? 255 000 dollars ont été en on-chain volume sur le mainnet d'Ethereum. Donc c'est traçable Non, mais c'est du vrai argent, c'est pas et du, c'est du vrai argent. ok, C'est non, le parce qu'il y a mainnet. des tests nets où tu sais, tu Ouais, testes ouais, ouais, avec du ouais. faux argent. Mais vous, ça y Et est, c'est d'ailleurs, live. Ok. mon CTO te dira que le testnet, c'est de la grosse merde. Donc, Ah, nous, en fait, d'accord. on juge, Très ouais, bien. Ça, c'est nous, bon on à juge que savoir. par le mainnet. Donc, J'ai compris. c'est des vraies personnes avec du vrai argent. Ok, très clair. C'est quoi les retours et comment vous gérez les feedbacks? Parce que le principe d'une phase bêta, c'est justement de mettre à disposition la solution à un nombre de personnes limité pour obtenir leur feedback et derrière, bah voilà, faire les ajustements avant la sortie, on va dire officielle. C'est quoi peut-être le principal feedback qui revient le plus et sur lequel vous êtes peut-être en train de travailler aujourd'hui pour qu'on comprenne la phase d'itération? Ouais, alors, au niveau du back-end, ça fonctionnait à mort, mais c'était plutôt au niveau de l'UI, en fait, donc tout ce qui est interface, où en fait, il y avait des bugs au niveau de la responsive, il y avait des fois, bah, ça chargeait pas les bonnes routes, et cetera. Donc, en fait, ce qu'on avait fait après avoir eu autant de feedback, bah, en fait, on a fermé la bêta pendant une semaine, 10 jours. On a amélioré, on a peaufiné, on a itéré et là maintenant on a réouvert et franchement, bah, voilà, ça continue à tourner tous les jours. Il y a des gens qui font des swaps et ça marche bien. Mais c'est important d'écouter les feedbacks et même plus c'est négatif en étant constructif et mieux c'est pour la boîte. Il faut pas avoir d'ego, sur ça. Ah ouais, non, non, mais c'est vrai. C'est sûr, bah, sinon ça sert à rien de faire une phase bêta, tu lances tout de suite et après, tu bloques ceux qui se plaignent, mais bon, Sinon tu prends le ChatGPT, tu lui dis: «Vas-y, qu'est-ce que tu en penses de mon app?» et il va te dire: «C'est magique, c'est révolutionnaire» et cetera, tu vois? ChatGPT aime bien brosser il les y a gens rien dans le qui sens du poil. remplace, plus, la véritable expérience utilisateur. On est d'accord. OK, très clair. Donc là, vous êtes en phase de levée, donc ça aussi, c'est un sujet intéressant. Comment est-ce qu'on passe d'un tour d'investissement, plutôt ce qu'on appelle en love money, mais sans passer par des ventures capitales ou par des family office, donc très structurés, et comment, on passe désormais justement à ça? Parce que voilà, là, c'est une autre paire de manches. C'est pas la même expertise en face, c'est pas les mêmes sommes qu'on lève non plus. Est-ce que voilà, c'est quoi pour celles et ceux qui nous écoutent, hein, c'est quoi la différence entre un tour en love money ou en tout cas en réseau money, j'allais dire, avec une levée de fonds peut-être plus traditionnelle, type série A ou pré-série A. C'est quoi peut-être la différence la plus importante? Parce que toi, tu as vécu les deux finalement.
Oui, alors on n'a pas encore start la phase, mais on l'a préparée. Donc Ok. c'est-à-dire qu'on va la lancer incessamment sous peu. C'est une question de traction en fait. C'est le plus de traction qu'on a, le mieux c'est. Donc on veut pas mettre la charrue avant les bœufs comme on dit. Et là en fait on est à ça d'avoir des partnerships clés très très gros et à avoir encore plus de users et d'on-chain volume. Donc ça, c'est des paramètres importants à considérer. C'est surtout ça la grande différence, en fin de compte, entre une seed et une série A ou pré-série A, c'est dans la traction, en fin de compte. C'est-à-dire qu'une seed, tu peux lever sur une idée avec une équipe. Bon, évidemment, il faut que l'équipe soit bonne et que l'idée soit market fit. C'est pas n'importe quoi non plus. Et ensuite, pour la série A ou la pré-série A, ce qui compte, c'est, bah, OK, on t'a financé la seed, qu'est-ce que tu as fait avec? Et donc, si tu arrives et tu lèves encore sur une idée, ça passera pas. Donc, je pense que c'est le plus important, c'est vraiment la traction. Est-ce que déjà, il y a un gros marché et sur ce marché, combien de parts tu as réussi à obtenir? Ouais, je vois. Je vois, je vois. On va finir parce qu'il est 11h30. Je vais te laisser le dernier mot. Peut-être nous parler de la blockchain of things, terminer là-dessus. De toute façon, tu reviendras dans un an pour nous raconter un peu comment la chose a évolué. Mais euh, c'est quoi cette narrative de blockchain of things? C'est un truc réel ou c'est juste une façon d'inventer un nouveau concept? C'est une vraie question. Je pense qu'on peut se poser quand il y a un nouveau terme qui surgit. Est-ce que c'est juste du marketing ou est-ce qu'il y a une réalité derrière? Et je te laisse prendre le temps et c'est sur ça qu'on va finir ce matin. C'est vrai qu'il y a pas beaucoup de contenu en ligne sur la blockchain Ouais. of things et alors que pourtant, je pense que c'est ce qui va accélérer l'adoption de masse d'un point de vue retail et pas d'un point de vue institution. Donc c'est, les gens de tous les jours pourront utiliser des objets connectés, non pas à internet, mais à la blockchain. Parce qu'actuellement, si on regarde les chiffres, donc ce qu'on appelle IoT, c'est Internet of Things, objets connectés à internet, c'est des milliards. C'est des milliards et en fait, l'essence même d'un objet connecté, ça peut être absolument tout. C'est ton ordinateur, c'est ton téléphone, Un frigo c'est aussi. Tu peux c'est connecter ton frigo. ouais, il y a des frigos maintenant qui te disent, Mais oui, il faut les courses à ta place et tout. T'as as même ta télé, Smart TV, tu vois, tu as Bien Netflix sûr. dessus, et cetera. Tu Tesla. Tesla, c'est une voiture, en fait, c'est un IoT. Et un IoT, c'est un ordinateur. Ça transforme n'importe quoi en ordinateur. Et le problème d'ordinateur, c'est que c'est hackable, en fait. Donc, si quelqu'un hack ta lumière intelligente qui est connectée à Internet, en fait, il peut accéder à tout ton réseau et après te bousiller ta vie, Et tout là, il peut simplement. faire jour-nuit à la maison, quoi. Trop chiant. Ouais, non, mais il peut même, en fait, il peut accéder à ton réseau via ta lumière intelligente. Et Ouais, donc, après, je ton charrie. ordi. Ouais. Ouais, c'est pour les gens qui nous écoutent au cas où. Mais sinon, oui, après, ça peut faire jour-nuit, c'est relou. Quand tu essaies de dormir, tu es comme en prison, quoi, tu vois. Non, non, mais ouais, donc en fait, c'est une faille aussi, puisque par ces objets connectés, tu peux hacker le réseau et accéder ensuite peut-être aux autres objets. Donc Ouais, effectivement, il y a un risque à ce niveau-là. Ok, vas-y. c'est un domino, quoi. Et en fait, la blockchain of things, ça a plusieurs fonctionnalités. Donc déjà, on rajoute la couche blockchain. Donc c'est-à-dire que c'est plus connecté directement à Internet, c'est connecté à la blockchain. Ce qui a plusieurs propriétés intéressantes. Donc d'un point de vue sécurité, vous l'avez compris, bah, en fait, il y a toute cette cryptographie en jeu. Donc bah, tu as ta clé privée, tu as tout ce qui est hash, etc. Donc en fait, déjà, ça rajoute un, d'un point de vue sécurité un layer intéressant. Et également d'un point de vue data privacy, donc données privées. C'est-à-dire que par exemple, nous, donc on sortira un objet connecté à la blockchain, connecté à notre serveur, et après il y aura tout un écosystème dessus. Mais en fait, on sait qu'on va fonctionner avec ce qu'on appelle FHE, des encryptions homomorphiques, qui feront en sorte qu'en fait, quand tu sors de chez toi, ça fait une encryption sur la blockchain, mais en fait, personne peut voir que tu sors de chez toi, en fait. Personne sait que c'est toi. C'est encrypté, en fin de compte. Donc, en gros, c'est protégé par la blockchain et c'est anonymisé par la blockchain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre tes données comme c'est le cas quand tu utilises ta Smart TV ou ta LG ou Samsung qui va vendre tes données à Netflix et compagnie pour savoir combien d'usages tu utilises, quoi. Ok, je vois. C'est intéressant. Et alors, c'est quoi, selon toi, la première fois qu'on verra une blockchain of things à la maison? Ouais, bah, pour moi, ce sera en 2026 avec Freegum, où en fait, on va sortir la Freakbox
Et quand tu auras la Frigobox chez toi, ça pourra, directement se connecter, sur ta Wi-Fi. Donc déjà, ça servira de relais, blockchain et en plus, plus tard, quand sortira notre serrure connectée, ça se connectera à ta blockchain et donc en fait, tu pourras déjà commencer à prétendre à avoir une maison intelligente et D'accord, plus moi j'ai une tard. question à te poser rapidos. Il faudra, par exemple, cette histoire de serrure connectée, il faudra que j'achète une nouvelle serrure? Ou est-ce que vous allez Notre bosser avec des gens qui font déjà des serrures et vous allez rajouter votre techno plus comme une espèce de marque blanche ou un SaaS ou j'en sais rien? Ou est-ce que vous allez vous-même fabriquer des serrures? C'est un vrai sujet, ça. Parce que le hardware, c'est quand même compliqué à gérer. Déjà, vous faites des boîtiers, vous allez faire des serrures. Demain, vous allez faire des enceintes portables. Enfin, vous allez vous-même faire le hardware ou en fait, vous allez juste vendre la couche blockchain, entre guillemets, à des producteurs existants. C'est quoi votre stratégie go-to-market là-dessus? Si elle est déjà définie, j'en ai aucune idée. Oui, bien sûr, ouais. Alors évidemment, ça arrivera pas demain la veille, de sortir une serrure, mais en l'occurrence, la première version qu'on sortira, elle est propriétaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut montrer une démo, il faut montrer que ça marche. C'est sûr que ah, je t'ai perdu. Moi, petit Ah non, lag, c'est bon, t'inquiète pas. petit lag. Donc c'est sûr que, avoir des fabricants qui utilisent notre software, en guise de couche, c'est hyper intéressant et c'est probablement ça arrivera plus tard, au-delà de 2030, d'avoir des partnerships. Mais le problème de ça et le danger, c'est d'avoir des failles, d'avoir des backdoors, d'avoir des choses où en fait, ils peuvent «coupler» entre guillemets, où il y a une partie qui se connecte à internet, une autre qui se connecte à la blockchain et en fin de compte, ça sert à rien, c'est juste du marketing de leur côté. Donc nous, il faut qu'on soit capable de pouvoir vérifier qu'ils utilisent bien notre technologie et pas, une technologie et pas juste du marketing en fin de compte. Donc Très nous, clair. dans notre idéal, c'est uniquement de la technologie propriétaire en hardware. Merci beaucoup, Axel. Merci d'être passé dans l'émission. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Bah, écoute, je te souhaite plein de belles choses. Je ne sais pas si tu pars en vacances, mais bel été à toi. Et puis, bah, on suivra hein, évidemment ce projet français fabriqué depuis Sofia, mais quand même par des Français. Et puis, bah, on souhaite bah, plein de belles choses pour la suite, Axel. Merci beaucoup, Jérémy et bonne journée à tous. À bientôt. Salut. Ciao. Bien, cette émission est terminée. J'espère que vous avez apprécié cette interview. Donc, n'oubliez pas évidemment de vous abonner sur l'ensemble des réseaux de GM Web3. Ça nous aide énormément. Vous pouvez également contribuer à GM Web3 grâce au Tipeee que nous avons lancé et qui vous permet de contribuer, de nous soutenir à partir de 1 euro. Et ça nous permet voilà, de continuer à garder notre liberté éditoriale à 100%. Et ça, pour nous, c'est très important. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour 3 nouveaux numéros de GM Web3 avec des nouveaux invités, des nouveaux débats, des nouveaux sujets de discussion. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt. Salut à tous.